Ok, on passe à notre dernier réact. Du coup, on va regarder le dernier épisode de Corporate, bien sûr. Corporate, produit par Bolshevik, qui est le fils de pub pour Blast. Deuxième saison. On l'a pas tous regardé, ceux de la saison 1, on en a regardé une bonne partie en live. Moi, j'aime bien, c'est des réacts où souvent on a plein de choses à discuter. C'est des réacts qui sont pas forcément les plus sérieux, entre guillemets, mais du coup, ça crée toujours plein de petits sujets de conversation. On discute avec le chat, et moi, je trouve que c'est des bons réacts à chaque fois. Un peu plus détente, c'est très bien pour finir un live. Ça fait déjà 5h08 que je suis en live, donc là, je commence à être un petit peu fatigué. Mais voilà, finir avec un petit épisode de Corporate, très très bien. Et là, c'est sur l'IA. L'IA ne va pas nous remplacer, elle va nous exploiter. Bon, mais l'IA, c'est un gros sujet en ce moment. Moi, de base, l'IA, c'est un sujet, je m'en bats un peu les couilles sur les bords. T'as toujours ce côté en mode genre, est-ce qu'on a le droit d'utiliser l'IA comme un outil pour les trucs artistiques ou est-ce que ça vole le travail de graphisme et puis en plus ça pollue. Mais moi, j'ai vu des gens artistiquement utiliser l'IA de manière que je trouvais sympa et bien. Donc, de base, je suis pas un anti-IA par principe. Parce que je me dis, n'importe quel outil, s'il est bien utilisé, peut être bien. Mais parfois, en fait, l'outil dépasse la personne qui manipule l'outil. Et effectivement, Mouepan qui revient juste sur ce live, je deviens ludite. Moi, pareil, je deviens néo-ludite. Et en fait, il y a certains trucs où, à un moment donné, tu te dis, non, ça va, tant que c'est une utilisation bonne qui est faite de cet outil, il n'y a pas de problème avec l'outil. Oui, mais l'outil, par essence, en fait, de par sa manière d'être, à un moment donné, tu perds le contrôle sur l'outil. D'où peut-être le titre de cette vidéo. L'IA ne va pas nous remplacer, elle va nous exploiter. Est-ce que vraiment certains outils, à un moment donné, relire Jacques Ellul, exactement, je m'étais un peu renseigné là-dessus. Une fois, j'étais en descente de Vaudy, figurez-vous, j'avais bu de la Vaudy, je m'étais éclaté la gueule à l'alcool, c'était pas beau à voir. Suite à ça, j'ai pas bu pendant un mois d'ailleurs, j'ai fait pénitence un peu. Et je sais pas, j'écoutais des disques vinyles, là-bas, j'étais juste là. J'écoutais des vinyles, et je lisais les paroles directement sur la pochette de l'album, et j'étais en mode genre, waouh, mais c'est que de l'analogique, il y a même pas un transistor là-dedans. C'est pas du numérique, c'est full analogique. Oh putain, quel moment, c'était cool. Et après, j'ai envoyé des tweets de zinzin à Onibaku en mode genre, mais putain, j'ai la vision. L'humanité n'aurait jamais dû aller plus loin que la technologie analogique. À un moment donné, on a commencé à utiliser les transistors pour faire des portes logiques et qu'on a fait des microprocesseurs. On avait glissé la main dans un engrenage. On a créé un environnement de toutes pièces. L'homme s'est pris pour Dieu et il en paiera un lourd tribut. J'ai vraiment envoyé des messages ça. Hein. Oui, la photo du doigt de pied que mon ongle n'avait pas encore repoussé. Bref. Donc j'ai eu ma petite phase néoludite et depuis, je vois l'IA ce qu'elle fait un peu. Et là, ça y est, ça commence à être la singularité, le bordel. Hein. Il y a des vidéos où on se fait avoir. On est en mode genre, c'est de l'IA, putain. J'ai un morceau dans ma playlist, dans la playlist Radio dans la sauce. D'ailleurs, vous pouvez aller vous abonner, disponible sur Deezer, Spotify et YouTube Music, bien sûr. 160 morceaux pour 12 heures de musique exceptionnelle. Le lien est dans le chat. Et ben j'ai un morceau en IA dans ma playlist. J'étais en mode, mais c'est de l'IA ça, mais j'aime bien, putain, zut. Après, j'aime bien la musique d'ascenseur aussi, ça aide pas. Mais après, voilà, de la même manière que je trouve que artistiquement, il peut y avoir des utilisations intéressantes de l'IA, j'ai jamais vu le fait de prendre de la drogue bien représentée par des effets spéciaux. Et par contre, j'ai vu des gens faire des représentations de ce que faisait le LSD ou la DMT avec des IA. J'étais en mode, waouh, c'est. Effectivement, ça me fait penser à des alus que j'ai eu quoi. Et l'IA, pour ça, je trouve qu'il y a des trucs qui sont incroyables. Et des trucs où je trouve ça vraiment très très intéressant. Ça évoque des choses, et c'est aussi peut-être le fait que ça soit un réseau neuronal, où ça peut très facilement émuler des choses qui te passent directement dans ton cerveau, notamment les déformations visuelles liées à des psychedelics. Vous voyez. Donc il y a ce sujet-là que je trouve très intéressant par rapport à l'IA, et de manière générale, bien utilisé artistiquement. Je trouve qu'il y a des très bonnes utilisations. J'ai suis une page Instagram qui s'appelle Holyfool36. Ils utilisent de l'IA et je trouve que c'est trop bien ce qu'ils font. Je trouve que c'est trop bien. Mais à côté de ça, je m'en bats les couilles. Là, je suis anti-IA maintenant. Je deviens le néoludite parce qu'on commence à se faire tromper par l'intelligence artificielle qui fait des trucs plus vrais que nature. Là, ça commence à être flippant. Moi, je commence à être un peu flippé. Et puis, il y a les Mark Zuckerberg et compagnie qui sont en mode genre, et compagnie qui sont en mode moi, je vais investir 500 milliards d'euros dans l'IA. Et oula, j'ai peur que ça se barre en couille cette histoire. Et j'ai peur. Voilà. Relire Jacques Ellul. Peut-être que l'IA ne va pas nous remplacer. Elle va nous exploiter ou peut-être. Voilà quoi. À un moment donné, on pense que c'est un outil qu'on maîtrise, mais peut-être que par la nature même de cet outil, à un moment donné, c'est nous qu'allons nous faire maîtriser. Et donc c'est pour ça, moi je suis en mode djihad butlerien contre l'intelligence artificielle, et même peut-être contre le numérique, les microprocesseurs. Plus de microprocesseurs. Full technologie analogique, on écoute des disques vinyles, on écoute la radio sur bande hertzienne, et puis on casse pas les couilles, au moins ça se barrera pas trop loin. Voilà. Donc on va regarder ça, mais j'ai hâte de faire ce react en votre compagnie. Adieu Twitch du coup, ouais, mais t'inquiète, je fais une radio pirate sur bande FM. T'inquiète pas. Après du coup pour les subs, faudra s'organiser en envoyant des chèques par la poste. Bref. Le jeu vidéo, alors je finis juste là-dessus avant de regarder. Pour moi le seul art qui ne peut pas se passer du tout de numérique, c'est le jeu vidéo. Alors est-ce que c'est de l'art le jeu vidéo D'après Antoine Goya, non, je parle encore de lui, mais bon bref.
Tu peux faire de la musique sans numérique, en full analogique. Tu peux faire du cinéma, et de la télévision, de la radio en numérique, full analogique. Tu peux faire de la sculpture, de la peinture, les arts graphiques. Tu peux faire à peu près tout sans numérique, en full analogique. Le jeu vidéo, par contre, tu peux pas. Par essence, tu as besoin de ça. Ou tu fais Pong, tu fais des trucs sur des transistors sans transistors, mais avec des espèces d'oscillateurs étranges, là, mais ça pue la merde. Moi, je pense qu'on pourrait pas faire de jeux vidéo sans numérique, parce que le numérique nous permet de créer un environnement de travail où tu peux faire absolument ce que tu veux dedans, dont un jeu vidéo. Donc ouais, c'est le seul truc qu'on devrait perdre si jamais un jour il y a vraiment un djihad butlerien. Djihad butlerien, c'est dans Dune en fait, bien avant Dune, peut-être 2000 ans, 10 000 ans avant Dune. T'as un moment donné où genre ils décident de rentrer en guerre contre l'intelligence artificielle. C'est le moment où ils partent en djihad littéralement contre l'intelligence artificielle et les robots. Et ça s'appelle le djihad butlerien. Voilà, c'est dans Dune. J'ai pas lu Dune, mais je connais ce concept. Et donc, s'il y avait un jour un djihad butlerien en mode, ok, on s'arrête à l'analogique là, juste pas de microprocesseurs. Dès que tu commences à faire des microprocesseurs, ça dégage. On n'utilise pas ça. On n'utilise pas ça. On fait à l'ancienne comme dans les années 70. En mode, on limite la technologie humaine aux années 70. Alors, il y avait déjà des micro-ordinateurs, ça commençait tout juste. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Avant la généralisation du numérique. L'ère du numérique, les années 80, où ça a commencé. Vous voyez ? Donc si on s'arrêtait là, en mode genre tout ce qui est après 1974, et on n'a plus le droit à cette technologie, full analo, à l'ancienne, et ben en fait, je pense qu'il n'y aurait pas grand chose de si stylé que ça qui disparaisse. Juste, il n'y aurait plus Internet. Il faudrait trouver d'autres lieux de sociabilité sur Internet. Il n'y aurait plus Twitch, mais il y aurait encore de la radio et de la télé, donc ça change pas grand chose. Par contre, il n'y aurait plus de jeux vidéo. Et c'est le seul truc pour moi où vraiment ça serait dommage. C'est le seul truc cool qu'on perdrait si on revenait à une technologie qu'on avait au début des années 70, full analogique. On sera toujours dépendant d'autres outils, mais ça permet de mettre un garde-fou. Juste ça. Et moi, je devrais faire de la radio FM, ouais, ça serait en mode radio pirate, ma vie. Let's go. Après, j'irai voir l'UMA et je ferai l'humanité. Vous qui êtes un quotidien national qui existait avant le numérique, vous voulez pas m'embaucher à temps plein, il n'y a plus de Twitch. On fera des super vidéos, promis. Avec des bandes, avec une caméra à pellicule. Voilà. Bon, bref. Tout ça pour dire que l'IA, moi c'est un peu ma nouvelle ligne, c'est pas tout à fait ma ligne, mais là en ce moment je me dis putain l'IA quand même, ça pue la merde et ça commence à m'inquiéter, à me faire un peu peur. C'est parti. Ils sont partout, dans nos smartphones, sur nos ordinateurs de travail, dans nos entrepôts, dans nos bureaux et jusqu'à notre domicile. Ils nous espionnent, pistent nos moindres faits et gestes et vont jusqu'à décider à notre place. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette intro. L'avènement des outils numériques, algorithmiques et maintenant de l'IA générative amène de nouvelles inquiétudes concernant l'automatisation de nombreux métiers. Selon Statista, il y a 40% de Français qui craignent que leur emploi soit menacé à court ou moyen terme par l'intelligence artificielle. Mais aussi les enjeux de... Après, il y a des métiers, tous les métiers chiants, un peu digital labor. En soi, si ces métiers n'existent plus parce qu'ils sont remplacés par des IA, pour aller trier des documents, compiler des PDF et dire ce certificat d'assurance qualité est validé. Bon, bah ça supprime des métiers qui sont objectivement chiants à mourir. Mais en vrai, ça devrait être bien, quoi. On retombe toujours sur le même truc qu'à partir du moment où un développement technologique est un outil pour le patronat, pour augmenter ses marges en réduisant leur masse salariale, bah ça pue la merde. Mais là, c'est plus un problème de la structure capitaliste que de vraiment utiliser l'IA pour remplacer certains métiers pénibles. Vous voyez ? Mais bon, ça, c'est que le début. C'est que le début de l'analyse. Et dans tous les cas, ouais. Non, moi je suis plus néoludite que ça. Non, mais je dis ça, mais pour moi, à bas l'IA, il faut supprimer l'IA. Mais c'est peut-être pas juste parce que ça va supprimer des emplois. Ça, c'est un argument de dire l'IA va supprimer des emplois. C'est un argument de libéral, c'est un argument un peu de capitaliste quelque part. Non, à bas l'IA, mais moi pour des raisons qui sont encore plus précises et presque de l'ordre philosophique que ça. Voilà. Surveillance et de contrôle. Elle est entrée dans nos vies quotidiennes, dans les entreprises. Oui, mais il y a toujours des pauvres qui sont exploités pour entraîner les IA. Ouais, mais tu peux imaginer à un moment les IA marchent en cercle fermé aussi, quoi. Si t'atteins un peu la singularité, tout ça. Mais oui, dans le digital labor, justement, souvent c'est ça. C'est des gens qui entraînent des IA en fait et font des trucs ultra répétitifs sur des ordinateurs toute la journée pour soit vérifier que les IA font pas de la merde ou alors donner à bouffer à l'IA pour qu'elle se développe, quoi. Donc derrière l'IA, t'as plein de petites mains et on appelle ça le digital labor. Où c'est l'enfer, quoi. D'ailleurs, c'est pas pour rien que AWS, Amazon, ils ont un service en rapport avec l'automatisation. C'est pas que de l'IA, mais il y a de l'IA dedans. C'est un service d'automatisation numérique qui s'appelle Amazon Mechanical Turk. Le Turk mécanique. Et le Turk mécanique, de base, c'est une machine qui donnait l'impression d'être un robot qui bougeait tout seul. Sauf qu'en fait, il y avait un mec derrière le robot qui actionnait des manettes pour faire croire que le robot genre, jouait aux échecs tout seul ou c'est un truc comme ça. On appelait ça le Turc mécanique parce que c'était genre un empereur turc ou je sais pas quoi qui avait cette machine-là. Il pourrait pâter la galerie. Regardez, j'ai un robot.
Et c'était pas un robot. En réalité, il y avait un mec derrière qui actionnait le truc, quoi. Et donc, du coup, que Amazon, dans leur truc d'automatisation numérique, où ça fait penser déjà au sujet de l'IA, etc., il s'appelle Turk Mécanique. C'est le nom de notre service. Vous croyez que c'est automatique, mais il y a des petites mains derrière. C'est ça que ça veut dire, quoi. Le cynisme. Hein. Le cynisme de la Silicon Valley. C'est complètement fou. À recruter les salariés, à les évaluer, parfois même à les Ça surveiller. tournait dans les Alors, cours le d'Europe. danger Ok. est-il réel ou est-ce que c'est juste de la parano? Chaque seconde de notre vie au travail va-t-elle être Oui, le danger est réel. Réveillez-vous. Djihad butlerien contre l'IA maintenant. tracée, enregistrée? Attendez. 2 secondes. Pardon, c'est Germaine Fourchette qui rouspète parce que je lui hurle dans les oreilles. Excuse-moi, je t'aime. Compilée pour alimenter la big data? Big Brother va-t-il devenir notre N+1? L'IA va-t-elle nous remplacer? Oui. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue dans Corporate. Oui, ah bah l'IA. Le fils de pub bolchevique. Co-auteur C pourri, illustration Tiens BD. L'excellent Tiens BD. Corporate. Ah bah voilà, ça c'est bien. L'IA, les algorithmes, la big data, on commence cette nouvelle saison avec des sujets modernes, les vrais enjeux du moment. Oui. Et pour une non fois, mais oui, on parce va que pas- ouais, c'est très bien Corporate, mais ouais, parler du 19e siècle là, vendre des biscuits. Allô quoi, on est au 21e siècle, mettez-vous à jour. Parlons de l'IA, tout à fait. Non mais ce qui est bien, c'est que toute la première saison, il y avait ce côté où c'était un peu... les épisodes se suivaient pas totalement, ils sont tous indépendants les uns des autres, mais il y avait des trucs filés entre les épisodes, et puis ils repartaient un petit peu, il y avait presque... Ils repartaient de loin dans l'histoire, et puis ils avançaient petit à petit en s'appuyant sur ce qu'ils avaient expliqué sur l'épisode d'avant. Et ça, c'était très bien, et donc maintenant qu'on connaît un peu l'émission, je pense qu'en gardant un peu le même angle, ils vont pouvoir aller explorer un peu tout un tas de sujets divers et variés, et c'est cool. Monter aux origines du capitalisme industriel. Eh bien non, Ah bah ça c'est nickel. car on va remonter encore un peu plus loin. Oh non. En effet, la volonté de développer des outils de contrôle de la production ne date pas d'hier. Trouver des moyens de quantifier, optimiser, enregistrer, analyser, surveiller le travail a été un enjeu bien avant l'arrivée de l'informatique. Tiens, est-ce que tu aimes les tableurs Excel? Ah oui, les tableaux croisés dynamiques, les mises en forme conditionnelles, c'est toute ma vie. Moi j'aime bien Excel, hein. J'adore Excel. Hein. Premier degré. Et à un moment donné dans ma vie, je me suis dit putain, pourquoi j'ai pas appris le JavaScript pour être un pro, méga pro d'Excel, et j'aurais pu faire ça comme métier. À un moment donné, je me suis littéralement dit ça. Je me suis dit putain, je suis con. J'aurais dû me former en JavaScript et être un spécialiste d'Excel. J'aurais pu bosser dans n'importe quelle boîte. J'arrive, je fais mes tableaux, je code des trucs sur Excel en mode genre bah c'est cool, et puis je gagne de la tunasse quoi. Je gagne de la tunasse. À un moment donné, je me suis posé cette question. Voilà. Mais c'est mon côté prof de maths, tout à fait. Tout à fait. Bien, regarde-moi cette Le magnifique... VBA? Le Visual Basic? Ah, c'est le Visual Basic qu'il y a dans Excel? Ah, je me suis trompé. Je pensais que c'était le JavaScript. Autant pour moi. Non, c'est VBA. Bon, ouais, je me suis trompé. Je suis pas développeur, hein, j'ai pas fait d'études là-dedans. J'ai fait des études en mécatronique et il y avait. J'ai des bases de C et de C, quoi, mais pas plus. Voilà. archive. Je connais les trucs, les boucles if, etc. Quoi. Vraiment la base de la programmation type C. Voilà. Et à partir du moment où ça commençait à aller dans les pointeurs et les trucs comme ça, donc les pointeurs, c'est un concept informatique. Hein. À partir de là, j'ai commencé à décrocher. Vous voyez, c'est mon niveau en informatique, il est pas élevé. Non, pas des boucles if, les boucles for, when, mes couilles là. Oui, bref, je suis fatigué. Je voulais dire les boucles, virgule, if, virgule, tout ça. C'est ça que je voulais dire. Les circuits logiques, de l'algèbre booléenne, if, then, else, for, etc. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Désolé, ça fait 5h21 que je suis en live, je suis un peu fatigué. Eh bien, regarde-moi cette magnifique archive. Il On s'agit fera un débat sur la POO plus tard, la programmation orientée objet. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose la POO. Ça, j'en ai pas fait, je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Conditionnel, c'est toute ma vie. Eh bien, regarde-moi cette magnifique archive. Il s'agit d'une des premières Débat, vous êtes plutôt C++ ou C dièse? Avis sur la programmation orientée objet, le chat? Je peux pas répondre à cette question. tentatives attestées de Mais vous mesurer- voyez là, tous ces trucs-là, ça va, ça c'est pas trop mal. La programmation orientée objet, les boucles, les trucs if, then, tout ça là, ça va encore. Ça va, tout à l'heure je disais, ah bah les transistors et tout. Mais c'est pas l'IA, Ça va encore, ça c'est mignon, c'est gentil, c'est tranquille, ça passe. et dûment enregistrer la productivité On dit sur C#. On dit pas C dièse, moi je dis C dièse. Do dièse, j'appelle ça le Do dièse même. C#, en français ça se dit Do dièse. Un demi-ton au-dessus du Do.
Non, je dis C dièse, je m'en bats les couilles. Mais c'est comme le latex, on dit latex. Moi, j'écrivais mes cours en latex. Et moi, je disais latex. On me disait, mais c'est latex, tu sais qu'on dit latex. Et j'étais en mode, bah, tu sais que je m'en bats les couilles. Il y a écrit latex, je dis latex. Vous savez qu'à un moment donné, le rappeur 6ix9ine, je l'appelle toujours comme ça. Je l'ai appelé 6ix9ine. Ça sonne pas trop bien, 6ix9ine 6ix9ine. Ça sonne bien, 6ix9ine. On dirait un pseudo. Nothing. N-U-T-H-I-N. Comme Nothing But a G-Thing. L'album de Snoop Dogg. Ou le morceau, je sais plus. Ouais. 6ix9ine. Ça sonne bien. Voilà. Et vraiment, je l'appelais 6ix9ine, premier degré. Après, on m'a dit, mais ça dit 6ix9ine, t'es con. Et je suis en mode genre. J'avais jamais essayé de comprendre. Cette anecdote est vraie. Mais vous reconnaîtrez quand même que 6ix9ine, ça sonne bien. Une unité de production. C'est un peu plus artisanal Bon, bref, que allez, le big data, focus. mais tu vois déjà ces petites colonnes bien rangées par jour, là, remplies à la main avec des chiffres précis, le total hebdomadaire, le tout compilé dans de grands registres comptables. Ah oui, ça c'est du management carré, rigoureux, mathématique. Mais par contre, c'est qui Wilson, Jenny et Green là dans la colonne de gauche? Des esclaves. Oh, ah oui d'accord. Donc là on commence la saison sans se mouiller la nuque. Et oui, ce tableur maléfique nous a été dégoté par l'historienne Caitlin C. Rosenthal. Il provient du Cotton... J'ai bien fait de me taire, parce qu'avant j'étais en mode genre, ah, moi en vrai, les trucs bien consignés comme ça, mon côté matheux, un tableau bien rempli, j'aime bien. Là, j'aime bien ce qu'il me dit. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Heureusement que je l'ai pas dit, parce que du coup, oui, d'accord. C'est au moment de l'esclavagisme, vraiment, dans cette période-là, un peu du capitalisme naissant, qu'on a mis en place ces méthodes. Mon petit côté nazi, ouais, bah ouais, mais moi, c'est pas pour le management, quoi, pas pour le management. Mais c'est comme, il y a un gars sur Instagram qui fait des fiches Excel sur sa vie. Il met toutes les stats sur sa propre vie dans sa fiche Excel. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Bah, lui, c'est pas pour manager quoi que ce soit. Ça va, on a le droit de faire ça, si c'est pour soi-même. Je sais pas. Plantation Record and Account Book, publié au 19e siècle par l'esclavagiste du sud des États-Unis Thomas Affleck, qui dit... Tu te souviens qu'on a été voir le musée de Bordeaux, les documents qu'ils ont retrouvés tout le passage où il parle de la traite à Bordeaux, etc., etc. Je me souviens plus précisément. Mais oui, c'était des bons petits fichiers Excel, quoi. Ouais. On peut peut-être imaginer un autre Excel est possible, peut-être. Je sais pas. Je pense c'est conseil de gestion. Attendez, non, Excel, c'est déjà trop moderne pour moi. Je suis anti-ludite sur ce live, donc non, ça dégage. Voilà. Partie est ainsi consacrée à la comptabilité et au suivi de la productivité des esclaves dans les champs de coton. Ce truc. Attends, en vrai, c'est intéressant. En vrai, Stigler te dirait que t'es pris dans le piège néolibéral. Alors oui, mais il y a le côté matheux aussi. Il y a le côté physicien. Prendre des données et les traiter dans des petits tableaux pour essayer d'en conclure des choses, ça peut être la méthode empirique pour faire avancer la science, quoi. Je veux dire, Einstein, il faisait des trucs comme ça aussi un peu. Bon, lui, c'était très théorique, mais il y a des chercheurs, ils consignent des trucs dans les tableaux toute la journée. Et il faut qu'ils soient absolument bien carrés et organisés pour pouvoir en tirer des conclusions et faire avancer la science, quoi. Oui, mais là, tes données, Ribot, ce sont des gens. Ah oui, mais c'est bien ça le problème. Mais c'est pas le côté bien rangé dans des cases et bien être carré. Le problème, c'est que quand dans les cases, c'est des gens, et ben là, c'est un problème. C'est tout le truc des ressources humaines. À partir du moment où l'humain est une ressource, c'est ça qui pose problème. Mais si c'est des objets, comme dans la programmation orientée objet, bon, ça va. Le problème, c'est finalement déshumaniser les gens en faisant des ressources, quoi. C'est ça le problème, ou c'est bien aimer les tableaux? Dites-moi. Oui, réifier des humains. Mais moi, je ne suis pas pour réifier des humains, mais j'aime bien Excel. Est-ce que aimer Excel, c'est déjà avoir un espèce de déjà là caché, de volonté de réification de l'humanité? C'est ça que vous êtes en train de me dire? C'est ça la question que je me pose. Parce que peut-être il y a des philosophes qui me diraient « Alors oui, tout à fait. Ce désir de rationalité et en vérité irrationnel est un déjà là de réification de l'humanité. Et de vouloir se réduire soi-même à une chose. Parce que tu as peur de la mort. » Je sais pas, il y a peut-être des philosophes qui diraient des trucs comme ça, quoi. Excel, c'est de droite? Je sais pas. Bon, bref. Intéressant, en tout cas. Mais ça, c'est le genre de truc, c'est trop gros cerveau pour moi. Faudrait pas me répondre sur ce live. Sans ça, ça marcherait pas. Non, mettre ta vie en stats sur une page et tout calculer. Ok, à partir du moment où c'est ta vie, c'est déjà un peu réifiant. Ok, ouais. D'accord. Après, moi, mettre ma vie, pas trop. Mais je sais que Fibrotigre, il disait qu'il faisait ça aussi à un moment donné. Et lui, il utilise beaucoup Excel. Mais notamment pour le travail, quoi. Bref. Premier best-seller outre-Atlantique. Eh bah oui, parce que le système racial qui sous-tend le mode de production... Bah, Stigler Barbara, je pense, dirait que tu te transformes en petit entrepreneur libéral qui veut performer, etc., etc. Ok. Le déjà là néolibéral, donc fasciste, de jouer à Satisfactory.
Donc si je joue à Satisfactory, c'est déjà, je me transforme petit à petit en entrepreneur libéral qui veut performer. Et après, donc ça c'est Stigler. Et tu rajoutes à ça Chapoutot qui dit que le management moderne et les techniques libérales modernes, c'est la continuité du nazisme et tout ça se rejoint. T'arrives à jouer à Satisfactory, le déjà là nazi. Ok, d'accord, super. Je commence à en avoir marre des penseurs en fait. Moi c'est bon, on a le droit de kiffer 5 minutes la vie. Des plantations légitime ce genre Bon, bref, là je suis en train de décrocher. Hein. Ce réact va durer 1h30. Hein. C'est intéressant, mais ça réacte pas beaucoup. Hein. Des esclaves dans les champs de coton. Ce truc est un des premiers best-sellers outre-Atlantique. Eh bah oui, parce que le système racial qui sous-tend le mode de production des plantations légitime Utility Profits. ce genre d'horreur. Les travailleurs, ils sont des propriétés, comme le reste des biens. L'esclavagiste peut donc, à sa guise, les conserver, les vendre, les surveiller ou leur attribuer un prix en fonction de leur productivité. Cette idéologie de hiérarchie raciale engendre une déshumanisation qui permet de réduire des gens à des données sur lesquelles on peut faire ce genre de calcul froid. Les esclaves sont soumis à une surveillance extrême et leur production soigneusement pesée, parfois plusieurs fois par jour. Ces données permettent de quantifier les rendements en fonction des possibilités de chacun. Elles peuvent également être envoyées aux propriétaires, qui peuvent être absents ou vivre loin. Ils peuvent ainsi examiner des données brutes et synthétiques depuis le confort de leur maison cossue. Loin de la brutalité et des atrocités qu'implique leur enrichissement. On paye des gens pour faire le sale boulot et on s'en lave les mains. Grâce aux données, les esclavagistes ont une vision précise de la valeur marchande des êtres humains qu'ils possèdent. Cette pseudo-rationalité mathématique va guider la manière dont ils utilisent la force. Si la violence va trop loin, que les esclaves sont blessés ou tués, c'est une perte financière pour eux. Ok, waouh. Quand la recherche de profit remplace la morale, finalement, remplace l'humanité même. Hein. Si la violence va trop loin, que les esclaves sont blessés ou tués, c'est une perte financière pour eux. Donc ils sont pas en mode ne blessez pas et ne tuez pas les esclaves, parce que ce sont des êtres humains. Ils sont en mode genre ne blessez pas et ne tuez pas les esclaves, car c'est notre outil de travail, quoi. Genre, aïe aïe aïe. Déjà du cynisme il y a 200 ans. Bah ouais, on est dans le capitalisme, quoi. Alors après, je retiendrai qu'il y a écrit pseudo-rationalité mathématique. Parce que moi j'aime les mathématiques, du coup j'aime bien aussi Excel et j'aime bien cette espèce de truc d'être hyper carré et tout. Cette espèce de rationalité où tu quantifies, où tu étudies, etc. C'est un truc qui me plaît, hein, de base, j'ai une sensibilité à ça. Je suis un ancien prof de maths. Mais là ça parle de pseudo-rationalité mathématique, donc ça va. Donc du coup on a le droit d'aimer Satisfactory et Excel sans être dans un forme de déjà là nazi. Voilà, c'est ma conclusion. La victoire du Nord lors de la guerre... Oui, c'est des faux matheux, ils font pas ça par amour des mathématiques et amour de la rationalité, quoi. Ils se servent de la rationalité par amour du bénéfice, mais c'est pas l'amour de la rationalité qu'ils ont. Voilà. Sécession met fin à l'esclavage, mais pas à ce genre de logique. Vraiment, le débat, on est là. Non, mais tu viens d'arriver, Martin Jleski. C'était pour rigoler. Je sais bien que jouer à Satisfactory ne mène pas au nazisme. Je sais bien. Oui, tu viens d'arriver. Non, on dit ça juste avant parce que j'étais en mode moi j'aime bien Excel. Et après, Bolchiki il était en mode genre ah ouais, bah cette fichier Excel là en fait c'est un truc du 17e siècle sur l'esclavagisme. Du coup, j'étais en mode putain non, aimer Excel c'est aimer l'esclavage. Bref, voilà, fallait pas arriver en cours de route. Non. Mais oui, sinon le débat c'était est-ce que aimer Satisfactory amène au nazisme? Oui, c'était ça. Premier degré. Mais on a évoqué Stigler et Chapoutot pour en arriver à ce débat. Donc ça restait quand même plutôt intelligent. Qui change simplement de forme dans le sud déjà. I ain't got time for your scheming stack. Behind on my quota. And fuck your quota. Mais aussi parce que les industriels du Nord, ils aimeraient bien quand même avoir ce genre d'outils. Seulement, dans leur mode de production, c'est un peu plus compliqué. Dans l'industrie, les données étaient peu précises, car les travailleurs libres changeaient régulièrement d'emploi. Il faut bien se dire que c'est seulement avec le début de l'urbanisation qu'on... Fan de StarCraft, les gars, fan de Napoléon, c'est ça la méta? Moi, fan de StarCraft, j'ai toujours mis de l'ego hein, quand je me suis lancé. Quand j'ai joué à StarCraft 2 quand j'étais plus jeune, j'étais en mode genre waouh, trop stylé, les joueurs de StarCraft 2 ils sont trop forts aux jeux vidéo. Du coup, je vais jouer au jeu le plus dur pour être vraiment fort aux jeux vidéo. Dans une espèce de quête personnelle de devenir le meilleur à force de travail, quoi. Et quand tu regardes, je sais pas, la dernière vidéo de Pacom Thielman où il parle de Napoléon, en disant que la figure napoléonienne n'a toujours pas été vraiment dépassée parce que c'est la figure de l'homme sorti de nulle part qui arrive au sommet. Je me dis que tu prends le sujet de Napoléon, de StarCraft 2 et de mon hubris et de mon ego, il y a un sujet. Mais c'est pas en mode aimer la guerre, c'est pas ça, le rapport entre Napoléon et StarCraft 2. Bref, la philosophie de comptoir, ça va 5 minutes? On peut respecter un peu Bolchege qui est le fils de pub, qui font une super vidéo que je coupe toutes les 10 secondes pour dire n'importe quoi? Moi, je jouais Zerg. Allez, stop, on continue. Abalia. On a pu mettre en place des outils de surveillance à grande échelle, comme l'a documenté l'une des spécialistes les plus reconnues en Europe sur les questions de surveillance, Kirsty Ball.
avec la création de la police moderne d'abord, hein, tout bêtement, et les autres moyens de contrôle étatique, comme le délit de vagabondage qui empêche les prolos d'aller et venir à leur guise. Ainsi que des outils comme le livret ouvrier qui permet de tracer les travailleurs tout au long de leur vie, rendu Ça, je obligatoire connaissais. en France en 1803. Mais l'usine n'est pas encore un espace de contrôle parfaitement maîtrisé par le patronat. Dans l'usine métallurgique du 19e siècle, la classe ouvrière jouit d'une grande autonomie dans l'industrialisation du travail. En fait, les ouvriers, c'est chiant à gérer. Ils sont pas à toi, tu les loues juste à la journée. Oui, bon, tu les payes pour leur force de travail pour un temps déterminé. À l'époque, ils vont et viennent d'un boulot à l'autre, de la ville à la campagne. Bref. C'est un bordel. Alors le pire, c'est les ouvriers qualifiés. Ah ouais, je les déteste, eux. Ils ont un savoir-faire, des compétences manuelles spécifiques dont on a besoin. Et qu'on connaît C'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer dans un rapport de force par rapport à l'employeur pour dire si vous me voulez, c'est temps. De toute façon, vous pouvez pas vous passer de moi. T'es plus malléable à merci à partir du moment où t'es qualifié. pas, nous. On sait rien faire de nos 10 doigts. À part des tableurs. Bah non, même là, on paye des gens. Hein. Oui, c'est vrai. Non mais Imaginez un ouvrier qui peut négocier son salaire. Quelle horreur. Ah. En vrai, après s'être organisés collectivement, les ouvriers, ils ont fait bien plus que juste négocier leur salaire à l'échelle individuelle dans un rapport de force uniquement pour les ouvriers qualifiés. Hein. Après, ça fait des lourdes conventions collectives en disant hé, patron, nous on est là-dedans en fait. Donc t'es obligé de faire ça maintenant. Allez, let's go, tiens, enculé. Ah là là. C'est bien quand même l'organisation collective de la classe ouvrière. Hein. Avant, c'était littéralement de l'esclavagisme qui ne disait pas son nom. ça donne aux chaudronniers, aux charpentiers, aux tisserands, que sais-je, une sacrée liberté. Parce que c'est dur de savoir exactement ce qu'ils font et comment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les paye, et mieux que les autres même. C'est eux qui ont les connaissances nécessaires au bon fonctionnement de l'usine, c'est eux qui savent organiser la production, réparer les machines, former les nouveaux et tout ça. Oui. Ce qui leur C'est donne à eux que devrait appartenir l'usine dans une société qui a un peu de la gueule, quoi. Logiquement. Logiquement. de quoi négocier et une certaine autonomie. Nous, on sait même pas si... Sachant que l'ouvrier non qualifié peut devenir l'ouvrier qualifié. Donc ça, c'est bien. Le prolétaire peut devenir le bourgeois éventuellement, mais pour ça, il faut acheter des usines. Donc c'est compliqué quand même. au max, comment augmenter les cadences, etc. Bref, c'est un véritable contre-pouvoir dans l'usine qu'il va falloir discipliner. Parce que ça emmerde les industriels. La démocratie, c'est bien joli, hein, mais comme disait Jaurès, normalement, elle s'arrête à l'entrée de l'usine. Oui, sauf que lui, il trouvait pas ça bien. Eh ben moi, si. Alors, comment on fait ? Imagine, tu es le Major Custer, tu montes ton empire commercial à la fin du 19e, t'as vu comment c'était géré dans les plantations et t'aimerais bien appliquer ces méthodes de contrôle et de mesure du secteur primaire au secondaire, c'est-à-dire au mode de production du capitalisme industriel. Eh bien, c'est là où on peut faire confiance au miracle des nouvelles technologies. Comme C'est là que tu vois les liens entre colonialisme et esclavage, même la logique coloniale qui s'est faite pendant toute la période esclavagiste, la traite et tout. La correspondance entre ça et des trucs de notre modernité du XXe siècle, il y a plein de sujets où c'est ça. Hein. On voit très bien que vraiment le début du capitalisme et le début de la modernité capitaliste, ça s'est fait sur fond d'esclavage, quoi, genre vraiment, quoi. Au final, le capitalisme, c'est un système esclavagiste qui a évolué, quoi. Littéralement, on peut dire ça. J'imagine qu'il y a des vrais penseurs qui sortent cette take-là premier degré, quoi. Mais c'est vraiment ça, ça démarre dans les plantations, ça démarre même au moment de la traite, quoi. Mais oui, dans les plantations, du coup. Et pour beaucoup de chercheurs, le capitalisme émergent, c'est pas forcément l'Angleterre du 19e siècle où là, du coup, il y a toutes les usines qui arrivent. Avant ça, dans le modèle économique, pas juste dans le modèle technique, on va dire, c'est l'esclavagisme, quoi. Ouais, la découverte de l'Amérique et tout le commerce triangulaire, etc., etc., quoi. Donc en partant de là, tu peux dire, bah ouais, en fait, le capitalisme, c'est un système esclavagiste qui a évolué vers un système esclavagiste où il n'y a plus d'esclavage à proprement parler. Mais c'est le même principe, c'est les mêmes logiques et c'est les mêmes méthodes, surtout, et c'est ce qu'explique cette vidéo. Et on va en arriver jusqu'à l'IA. Oh là là, c'est terrifiant. la pointeuse à clé. La pointeuse à clé transforme l'organisation de la production en permettant de savoir précisément qui arrive, quand et pour quelle durée, puisque finalement, la ressource principale que vous voulez maîtriser, c'est le temps. Enfin, celui de vos employés. Mais plus largement, c'est le fait d'imposer les machines modernes qui permettent de contraindre à des cadences régulières et quantifiables. La tâche est accomplie par cet intermédiaire mécanique quand c'est pas carrément toi qui es l'intermédiaire de la machine. À qui il ne viendrait, mais alors jamais, des idées aussi saugrenues que faire grève, se reposer ou partir plus tôt parce que le petit dernier a foutre. Ce que doit apprendre l'ouvrier, c'est actionner la machine, ce qui le rend plus aisément remplaçable. Le voilà détaché du processus de production, c'est l'aliénation dont on avait déjà parlé pour celle des consommateurs avec l'avènement de la société de consommation, mais ici directement chez le producteur. Aliénation encore accentuée par une division toujours plus grande du travail, en petites tâches spécialisées et répétitives. Les ouvriers qualifiés perdant ainsi petit à petit de leur influence. C'est pas trop tôt.
À ce nouveau principe de division horizontale du travail s'ajoute une division verticale, c'est-à-dire séparer la conception Faite par le haut, par ceux qui organisent la production, et l'exécution. qui se limitent à accomplir la tâche qu'on a attribuée. Deux autres principes viennent par faire le tout une rémunération au rendement On ne paie plus le temps passé, mais la quantité produite, et tu te démerdes avec ça. et la création de managers. À l'époque, plus connu sous le nom vachement moins branché Contremaître. de contremaître. Car la technologie Contremaître. Dans le dernier épisode de Malcolm, je crois que c'est le tout dernier épisode, ils sont dans un dortoir à l'université ou je sais plus quoi, et c'est Malcolm, je crois, qui tombe sur un gars qui est la pire ordure de l'univers. C'est juste le mec est diabolique, il veut juste voir le monde brûler. Il est vraiment en mode genre, oui, moi j'aime quand les gens souffrent. Je me souviens plus comment il s'appelle. Porion, il s'appelle comme ça le personnage? Je sais pas. Et à la fin, il se clash avec la mère de Malcolm. Et la mère de Malcolm, elle est en mode genre, elle commence à l'embrouiller, à le mettre plus bas que terre. Et tu penses que le gars, il va regarder ses pieds et bafouiller. En fait, il la regarde, il est en mode genre, mais je sais très bien tout ça, je m'en fiche. Et elle lui dit un truc genre, mais qu'est-ce que tu vas faire de toute manière? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Il lui dit en mode, il fait en mode genre, oh, je ne sais pas. Pour un gars comme moi, il y a toujours plein d'opportunités. Les usines manquent de contremaîtres. Il prononce cette phrase, il dit genre, oh, vous savez, les usines manquent de contremaîtres. Moi, je serais chaud pour le faire. Oui, c'est le gars qui gère le dortoir, c'est ça. Il se comporte comme un petit fasciste insupportable. Et je sais que c'est une des dernières scènes de toute la série Kaamelott où vraiment il se fait embrouiller et il dit, oh, pour des gars comme moi, vous inquiétez pas, les usines manquent de contremaîtres. J'ai dit Kaamelott? Non, Malcolm, pardon. Oh, j'ai dit Kaamelott? Oh là là. Oh, le chauvinisme en moi qui s'exprime sans que je fasse exprès. C'est terrible. C'est terrible. Voilà, les usines manquent de contremaîtres. c'est pas juste des bidules, ce sont des outils d'ingénierie sociale. Ces grands principes, ils sont arrivés avec la prétention à une organisation du travail scientifique. Et vous n'êtes pas contre la science quand même? Mais quoi? Vous aimez pas le progrès? Et vous savez pas qu'on l'arrête pas? Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes. Il était bronzé là. C'est en plein été ça, c'est quand? En 2020, c'est été 2020. Donc 14 septembre à la rentrée. Waouh, il s'est fait plaisir. Hein. Manumax version bronzée. Salut Nicolas Le Web, j'ai pas vu que t'étais là. Comment ça va? J'ai pas été voir Kaamelott V2. Ouais, petit col ouvert, maxi bronzage. Ah, c'est Macron Prime ça. C'est Macron Prime. Moi je ne suis pas pour le modèle des Amish. La France c'est l'innovation. J'adore la science. C'est ce qu'il va dire. Contemporain, en revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. On a bien observé comment faisaient les travailleurs pour que, quand tu fais rentrer des matières premières, à la fin, ça fait des biscuits. Et on a automatisé le processus. C'est-à-dire qu'on l'aura retiré et qu'on l'a placé sous notre contrôle. Et le père de ces principes, il en connaissait un rayon puisqu'il était lui-même ouvrier, puis ingénieur. Il a ainsi choisi de mettre son savoir-faire au service de l'exploitation en publiant en 1911 The Principles of Scientific Management, un certain Frederick Winslow Taylor qui va donner son nom au fameux Taylorisme. L'ouvrier moyen croit qu'il est dans son... Taylorisme, ok. Ça, ouais, c'est le... On voit ça en histoire au lycée, je crois. Ou en troisième. Taylorisme et Fordisme. C'est le premier un peu grand penseur de l'industrie avant Ford, qui lui avait une autre pratique de l'entrepreneuriat industriel sous le capitalisme que Taylor, mais qui est le prolongement de Taylor, si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus exactement. Voilà. En gros, c'est un peu Taylor et le Taylorisme puis le Fordisme, c'est vraiment un truc. Moi, c'était au programme d'histoire, quoi, quand j'étais étudiant. Ford, grand ami d'Hitler. Mais là, vu comment c'est parti, il pourrait très bien passer par le nazisme et Chapoutot vite fait, là, hop là, avant de revenir à l'IA. Hein. Ça serait pas déconnant, vu comment la vidéo est partie. L'intérêt est celui de ses camarades de travailler lentement, au lieu de travailler rapidement, de restreindre sa production, au lieu de produire au cours de la journée, ce qui est humainement possible. Après, moyen, quand il est dans son intérêt, celui de ses camarades de travailler lentement. Bah ouais, mais attends, mais genre, j'allais dire, il a déjà été dans une boîte, dans des bureaux en France en 2025, ce con-là. Mais non, bah non, il a jamais été dans des bureaux en France en 2025. Mais chez les cadres, c'est un truc qui se dit tout le temps, en mode genre, prends ton temps pour faire ce qu'on t'a demandé de faire. Parce qu'après, ils vont croire que tu le fais rapidement, ils vont te demander de le faire rapidement à chaque fois. Et de cette idée d'un peu de pas aller trop vite. Il y a des gens qui gagnent 5 000 € par mois net sans prime, et puis c'est exactement la logique qu'ils appliquent au quotidien, quoi. Donc oui, ça peut être dans l'intérêt de l'ouvrier ou du travailleur et de ses camarades. Et d'ailleurs, les travailleurs qui sont les mieux souvent dans ce pays, bah, c'est ce qu'ils font, quoi. Ils vont pas trop vite. C'est ultra, ultra, ultra courant, ça. Ces
travaux, les industriels vont se les arracher. Non mais imaginez, là où avant, pour produire de délicieux biscuits apéro Cruster, tu avais le blé qui arrivait et les ouvriers qui le préparaient, le transformaient en pâte selon un dosage qu'ils connaissaient, le cuisaient à la bonne température comme de petits marmitons. Avec notre nouvelle organisation du travail, t'as un gars qui réceptionne en continu, il envoie à un autre qui mélange les ingrédients dans une machine en quantité prédéterminée, le suivant dans une autre machine qui les malaxe, puis à quelqu'un qui appuie sur le bouton du four jusqu'à ce que ça fasse ding, etc., etc., jusqu'à ce que le sachet sorte de l'usine pour être acheminé au magasin. Plus personne qui moufte, tout le monde devient interchangeable et remplaçable comme des pièces de bagnole. L'automatisation du travail n'aura pas tant remplacé les ouvriers par les machines que transformer les ouvriers en machines. La grande idée de Taylor, c'est d'interposer un discours faussement scientifique entre les ouvriers et leurs patrons pour faire croire aux travailleurs que leur attitude est déraisonnable. Grâce à la science, à l'ingénierie et aux nouvelles technologies, nous avons accompli le miracle du progrès technique. Émanciper l'humain du labeur. Bien sûr que non, sale communiste de merde. Non, maintenant, on peut bien mesurer, chronométrer, analyser, quantifier. Du coup, ça me fait... Je suis en train de me poser la question. Toutes ces machines, dans tous les cas, actionner ces machines, c'est chiant, quoi. Je veux dire, même si l'usine appartient aux ouvriers et que c'est le communisme, il y a toujours ce côté où créer des biscuits Cruster en utilisant les 3 mêmes machines toute ta vie, ça reste chiant à faire, ça reste aliénant un peu, non? Par rapport à être maraîcher et faire pousser des légumes, vous voyez? Non? Je me pose la question, quoi. Ouais, on est d'accord, hein. La modernité, c'est de la merde. Moi, c'est bon, je suis réac maintenant. Je suis pour un retour au Moyen-Âge, mais version communiste. Pour un lourd communisme moyenâgeux. Voilà. Le communisme, mais on traite des bœufs et on fait pousser des légumes. Voilà. Calculer, noter, archiver, optimiser, rentabiliser. C'est la division du travail, ouais, mais t'as certains trucs, je veux dire, même si tu partages le travail, bon, t'auras une rotation entre les 4 mêmes postes dans la boîte un peu toute ta vie et tu te fais chier quand même, quoi, non? Je sais pas. L'industrialisation, pour moi, porte obligatoirement son lot de métiers chiants et aliénants, même si c'est fait de manière absolument égalitaire. Ou alors après, ça sera juste que voilà, on a chacun notre moment dans la vie où t'es obligé d'aller à l'usine faire le truc un peu chiant, puis hop là, comme tu partages vraiment le travail entre tous, au final, ça se passe bien, quoi. Je sais pas. Là, j'ai jamais trop réfléchi à ces questions plus que ça, quoi. Mais si je m'écoute totalement, il y a déjà un côté de moi qui se dit il faut que les usines reviennent aux travailleurs, aux ouvriers. Ouais, mais bosser à l'usine, ça reste chiant, non? Voilà. Bref. Je sais pas trop où je vais avec ce que je suis en train de dire, mais... Ah si, je sais où je vais. Abat l'IA, abat la technologie, retour à notre état primitif. Non. Bon, bref, abat l'IA, voilà, ça ma conclusion. Utiliser l'activité humaine, ça, Mais en fait, c'est tout le problème des trucs un peu néoludites où t'es en mode genre méfiance de la technologie, etc. C'est que quand tu vas au bout de ton raisonnement, parfois tu te dis attends, est-ce que je suis pas en train de devenir un peu réac? Et dans les milieux néoludites, ceux qui sont vraiment premier degré pour des raisons philosophiques contre les avancées technologiques, en mettant le curseur plus ou moins loin, parce qu'ils trouvent que ça aliène l'homme, etc., il y a beaucoup de milieux chez les néoludites, en réalité, qui sont des milieux réactionnaires, quoi, qui sont un peu en mode retour à la nature, à notre état primitif, avec un côté réac bien pourri, quoi, bien dégueulasse, quoi. Donc, il faut faire gaffe aussi avec cette méfiance technologique. Voilà. Il y a un peu de ça chez Ellul. Ouais, et pourtant, c'est un des penseurs les plus intéressants de toute cette philosophie-là, quoi. Je sais pas. J'ai pas fini de faire mon cheminement intellectuel avec le néoludisme et le rejet de la technologie et du coup, le déjà-là réactionnaire qu'il peut y avoir dedans. Vous voyez? Ça, c'est un truc, mais c'est d'un ordre philosophique. J'ai pas encore répondu à ces questions pour moi-même. Mais pour moi, là, je parle philosophie. C'est même pas vraiment tant par rapport au capitalisme, quoi. Bref. Du chiffre, des colonnes, des bilans, c'est ça qu'on veut. Écoute. Tu entends? Bah rien. Et voilà, tu entends comment elle ferme bien sa gueule. Elle va pas gueuler que oui, c'est trop pénible, les cadences infernales, et mon bras il a été broyé dans la machine et j'ai pas de mutuelle, et je vais le dire au syndicat, gna 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 gna. Non, ça, c'est la mélodie de la data. Évidemment, oui, la vidéo sur l'Arts and Crafts d'Architecton en parle un peu. C'est pour ça que j'avais trouvé cette vidéo incroyable. Et justement, les gens de l'Arts and Crafts, c'est pas des réacs. Ils avaient des vraies raisons d'être anti-modernes, mais ils étaient pas réactionnaires. Et même pour certains, après, ils étaient potes avec la fille de Marx ou je sais plus quoi. Ou non, après, ils avaient des liens avec les socialistes utopiques. Les socialistes utopiques avaient eux-mêmes eu des liens avec le jeune Marx, etc. quoi. Donc c'était pas un truc de droitard réactionnaire, et pourtant c'était profondément... Ouais, avec la fille de Marx, c'est bien ça. Il était pote avec la fille de Marx, Éléonore, c'est ça.
Et donc ça, c'est un exemple, mais eux, pour le coup, c'est par l'artistique. Eux, c'est un mouvement artistique, architectural et artistique, mais eux, c'est un truc d'anti-modernité qui n'est pas réactionnaire. Et je connais peu de trucs comme ça. Et moi, c'est pour ça que j'étais trop emballé par ce truc du mouvement Arts and Crafts et cette fameuse vidéo d'Architecton. Rendez-vous compte, ça fait 2 ans que j'ai arrêté cette vidéo, on en reparle encore régulièrement. Hein. Quelle vidéo incroyable. Si quelqu'un peut l'envoyer dans le chat, qu'on puisse vous montrer le lien. Mais voilà, un exemple d'anti-modernité qui n'est pas réactionnaire, et moi, je trouvais ça incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable. Mais c'est pour ça, j'ai pas fini mon cheminement sur tout ça. Dans quelle mesure je suis anti-modernité, et dans quelle mesure je suis peut-être un peu réactionnaire, du coup, il faut que je fasse attention. Vous voyez, j'ai un espèce de cheminement philosophique où j'en suis plutôt qu'au début, je pense. Je me suis pas tant intéressé à ces questions-là parce que de base, j'ai le prisme de lecture un peu communiste, même un peu productiviste, hein, à la base, qui fait que je me dis, bah non, le progrès technique, c'est bien parce que si on le met au service de l'humain, la vie sera plus belle. De base, c'est un peu ça que je me dis. Voilà, le problème, c'est pas le progrès technique en soi, le problème, c'est le capitalisme. De base, c'est ça que je pense et j'ai jamais été trop loin sur ces réflexions-là. Mais là, je commence à penser à tout ça. Voilà. Dit scientifique. Scientifique. En fait, on veut dire pseudo-scientifique, et surtout d'un utilitarisme déshumanisant. Les méthodes de Taylor vont bousiller des générations à venir d'ouvriers en les traitant comme des chiffres dans des tableurs, pas différemment du bétail de somme. Taylor préconise on ne peut plus clairement de dépouiller les ouvriers de ce qu'ils ont de plus précieux, leur connaissance. Il considère qu'il ne faut pas que la productivité dépende de l'état d'esprit des travailleurs. Cette peur de dépendre de cette ressource très particulière qu'est la ressource humaine existe toujours dans l'esprit des managers. Intéressant. Ça me plaît. Et comme on n'arrête pas le progrès, on va sans cesse perfectionner tout ça avec des nouvelles méthodes et de nouveaux outils. Au début du XXe siècle, le célèbre mania des affaires, Henry Ford, va encore rationaliser un peu tout ça par la standardisation de ses usines, notamment via les chaînes de montage qui augmentent encore la productivité. Mais il va peaufiner ça en ajoutant Tu peux me l'envoyer, n'hésite pas à me l'envoyer éventuellement, Bam. Je suis pas sûr de le lire parce que je lis très peu, mais faut que je m'y mette un peu plus. des avantages pour ces ouvriers, comme le salaire minimum garanti journalier à 5 $, qui peut évoluer selon la productivité, soit 2 fois le salaire moyen de l'époque. Ford, c'est un philanthrope. Et il fait ça parce que quand même, ça a beau être un homme d'affaires impitoyable, il cache un cœur gros comme ça, qui se soucie Et non, du bien-être de ses frères en humanité. non, Enfin, le truc de Ford, c'est en mode si je traite bien mes employés, ils seront dépendants de moi, ils voudront rester dans la grande famille Ford et du coup, je pourrais les exploiter, mais à un niveau intime presque, qu'ils ne soupçonnent même pas. C'était plus ça l'idée de Ford un peu. Et c'est le paternalisme, le papa patron qui donne une vie meilleure à ses employés et du coup, après, voilà, ils sont sous emprise, quoi. C'est un peu cette idée-là, Ford, quoi. C'est presque un peu comme tout à l'heure, les esclavagistes, ils étaient en mode nous, c'est pas pour des raisons d'humanité qu'on veut ne pas tuer ces gens-là. C'est en fait parce que si on les tue, on les blesse, ils pourront plus travailler. Et en fait, c'est pas rentable de les tuer et de les blesser. Bon, ils continuent à les blesser et les tuer, hein, évidemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'ils disaient un peu au début. Bah là, il y a encore un peu cette idée-là, quoi. C'est en mode genre, je vais donner une vie meilleure à mes employés. Pas par humanité, mais parce que du coup, ils me rapporteront encore plus d'argent. C'est toujours ce même cynisme, en fait, qu'il y a derrière. Comme Michelin Prime, exactement. Mais quand on regarde certaines formes de travail uberisées, de l'enfer, très modernes, il y en a qui parfois sont un peu nostalgiques de ce capitalisme à la papa, comme on dit parfois, très 20e siècle, où au moins bah, tu rentrais dans une boîte, après voilà, hein, t'étais en mode à fond, enfin t'étais complètement pris dans la machine, et ça devenait un peu ta vie, mais c'était la génération même de mes parents, c'était encore un peu ça, tu pouvais rester 30 ans dans la même boîte, et tu disais, oui mais avec le comité d'entreprise, et puis ça va, il y a le 13e mois, et puis du coup moi je peux faire ma petite vie à côté, c'est très bien, et t'avais un attachement à ta boîte, et dans notre ère moderne où le travail est de plus en plus éclaté, au sens où la classe ouvrière est éclatée en plein de toutes petites poches qui communiquent pas entre elles, donc individualisées, etc., et précarisées. Il y en a qui sont un peu nostalgiques de cette époque-là. Et il faut se méfier de cette nostalgie-là. Il faut s'en méfier. Voilà. Dans Sévrance, il y a des vieux bails avec les fondateurs paternalistes bien malaisants. Ouais, ça parle un peu de ça, Sévrance, tout à fait. Samsung, c'est encore ça, par exemple, en Corée. Ouais, c'est les chaebol, ça s'appelle là-bas. Il y en a quelques-uns. Il y a les trucs dans les télécoms, beaucoup, hein, parce que c'était des pionniers sur tout ce qui est Internet et télécoms. Et oui, tu as des empires là-bas. Comme Samsung, c'est un chaebol, où tu rentres là-dedans, tu fais partie de la famille Samsung, et après, tu es un citoyen Samsung, quoi. Tu es citoyen coréen et citoyen Samsung. C'est un peu ça. Comme l'illustre le fait qu'il était... Il y a même des boîtes en France où c'est encore ça. Hein. Total, il y a un peu de ça. Hein. Je dis ça parce que j'ai un pote, alors c'est un prolo. C'est vraiment un prolo. Il le fait parce qu'il est en mode genre argent. Il aimerait un poste où du coup il a de l'argent et puis il va pas se faire virer du jour au lendemain. Voilà quoi. Mais lui c'est vraiment en mode, c'est le truc classique du prolo qui est en mode genre bah vas-y, je vais charbonner quoi. Et donc du coup, il est en conseil, il bosse chez Total, mais dans une boîte de conseil, et du coup il est en mode genre bah je continue à farmer les boîtes de conseil chez Total en espérant qu'ils me prennent un CDI. Après si j'ai le CDI chez Total,
bah, j'ai un CDI chez Total, je me mets bien, quoi. C'est vraiment ça. Alors, c'est pas très. Voilà, il prend part au capitalisme et c'est reprochable, mais voilà, si c'était un pote bourgeois, je dirais ça en mode genre, ah, ce connard. Peut-être ça serait pas mon pote. Mais lui, vraiment, c'est un prolo pour de vrai. Euh, et, euh, et par contre, il m'a dit par contre, dès que je suis en CDI chez Total, là, je pourrais commencer à aller aux manifs avec toi et me syndiquer. T'inquiète même pas. Dès que j'ai le CDI, hop là, je me syndique. Bref. Voilà. Il a le droit de manger quand même. Après, je sais pas, j'amène Fourchette, elle est à côté, elle dit ouais. Peut-être que je le défends parce que c'est un de mes meilleurs amis, je sais pas. Mais bon. Ouais. Ouais. Bah, en tout cas, lui, qui est pas né riche, hein, loin de là, et franchement, quand tu regardes un peu même sa famille et tout, genre, tu vois, ils sont en mode. Il a pris ces décisions-là dans sa vie de se dire bah les couilles, au moins je vais aller faire un métier où je gagne où j'ai un confort de vie avec. Ça va quoi. Parce que tu l'aimes, mais je lui fais qu'à moitié confiance. Ah ouais? Ah non, tu penses qu'il va quand même se faire bouffer par la machine et que même si c'est pour des bonnes raisons, entre guillemets, qu'il se retrouve à se dire vas-y, je vais aller gratter un CDI chez Total, il va quand même se faire corrompre. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. On verra. Je serai là pour le surveiller comme Marine Tondelier surveille Médine, n'est-ce pas? Ce prof bourgeois donneur de leçons surveille son ami prolo pour qu'il ne devienne pas un droitard. Quel enfer. Comme Marine Tondelier qui surveille Médine pour qu'elle ne dise pas de trucs antisémites. Ah là là. Ah là là. Faut qu'il y aille et qu'il prenne de l'expérience de 3 ans avant de changer. Le problème, c'est qu'il risque de s'y habituer et avoir du mal à revenir à des salaires décents. Bah ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Je sais pas, on verra. Hein. Mais s'il chope son CDI, premier degré, hein, s'il arrive à avoir un CDI chez Total ou quoi que ce soit, je regarderai ça avec attention. Je serai genre, intéressant. Ce sera un chouette sujet d'étude. Mais il est dur à surveiller, ouais. Parfois, il disparaît un peu des radars. Bref. Si tu es dans les parages, mon ami, je t'embrasse et on se voit samedi de toute manière. On soutient des nazis. Oula, wow, sans transition. Sans transition, Adolf Hitler direct. Oui, on disait Henry Ford, un gros cynique capitaliste de merde. Le capitalisme à la papa. Transition? Frère en humanité. Comme l'illustre le fait qu'il était un fervent soutien des nazis. Voilà. Des quoi? Des nazis. In ihrer Welt sind ja alle Nazis. Der Führer ist wahrscheinlich für sie auch ein Nazi, was? Ja. Non, évidemment, hein, il avait compris que son intérêt était d'avoir des ouvriers loyaux et reconnaissants, pas à moitié crevés et dont la force de travail était correctement renouvelée. Ainsi, un sacré antisémite Ford. Bah, les États-Unis à cette époque, on parle tout le temps de l'Europe, mais il y avait un grave de l'antisémitisme aux États-Unis. Qui reposait sur des ressorts qui étaient globalement les mêmes, quoi, qui étaient en mode la juiverie mondiale organisée, contrôle l'industrie, et nous autres, les vrais Américains, on va pas se laisser marcher dessus par ceux qui veulent contrôler le monde. Voilà, c'était à peu près les mêmes ficelles, et il y avait un antisémitisme vénère dans les années 30 aux États-Unis. Hein. Voilà, faut pas croire. Et Ford, lui, c'était un entrepreneur américain, avec des Américains pour des Américains. Pas une raclure cosmopolite. Voilà, c'était probablement pour ces raisons-là un petit peu qu'il était antisémite, vous voyez. En prenant en charge des avantages en nature, comme le logement, les infrastructures, les services, en faisant de ses employés un nouveau marché grâce à un pouvoir d'achat susceptible de leur permettre d'acheter ses produits, il étend son contrôle à leur vie entière, de l'usine à la maison, du berceau au cercueil. Par exemple, pour obtenir les fameux 5 $ journaliers, il fallait être marié. Ce qui lui garantissait un peu plus que ses ouvriers allaient pas se murger en fin de journée, mais au contraire, avaient une vie stable et allaient se reproduire pour faire de parfaits petits ouvriers. Méthode paternaliste qu'on pouvait retrouver dans des formes similaires chez Schneider, Peugeot et chez Cruster, bien sûr. Pour autant, ce modèle... Peugeot. Il y a des familles entières qui bossent dans les mêmes boîtes. Hein. Et après, il y a des trucs, parfois, c'est bien. Il y a des familles de cheminots. Les familles de cheminots, c'est bien, mais il y a une grosse différence, c'est que, à l'époque, en tout cas, pendant les grandes années de la SNCF, ça appartenait à l'État, ça appartenait aux Français. Et donc, faire partie de la grande famille SNCF, c'est pas comme faire partie de la grande famille Total ou de la grande famille Ford. C'est pas la même chose. Il y a une grosse différence. C'est qu'il y en a une, c'est une boîte privée qui appartient à un milliardaire, qui fait ça pour maximiser son profit, et l'autre, c'est étatisé, c'est déjà un peu socialisé en quelque sorte. Voilà. Un peu plus que dans le modèle privé, en tout cas. Le modèle va donner son nom, certes, au fameux Fordisme, mais aussi à une affliction qu'on appelle à l'époque la Fordite. Un stress, un épuisement et une perte de sens voilà, Severance, on en parlait. Apparu avec ce modèle. Et dans les années 70, ces logiques vont connaître une véritable révolution, grâce à une nouvelle technologie venue de nos génies de la Silicon Valley. Ah, ce son. L'invention du microprocesseur. Windows XP, bien sûr. L'invention du quoi? Attends, pardon? L'invention du microprocesseur. Vous savez ce qui n'utilise pas de microprocesseur?
ça par exemple. Ça, c'est de la musique qu'on peut encore écouter maintenant. Il n'y a même pas besoin de microprocesseur. C'est déjà la modernité. Oh, du rock progressif de 1973, hyper bien produit. Il n'y a pas un microprocesseur qui a mené à ça. Il y a eu besoin de 0 microprocesseur. Et c'est de la musique pressée en super bonne qualité que tu peux lire sur une super platine vinyle électronique. Et t'écoutes le son, t'es en genre waouh. Et la pochette a été imprimée sur du carton. Tu peux lire les paroles comme ça en écoutant la musique. Il y a besoin de 0 microprocesseur. Est-ce qu'on n'était pas déjà dans une forme de modernité bien avancée? Si. Du coup, j'en reviens à ce que je disais. C'est à partir de là que tout s'est barré en couille. D'ailleurs, ça se voit bien dans la vidéo. Avant le microprocesseur, il n'y avait aucun souci dans l'humanité. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y avait déjà eu le nazisme, Ford, l'esclavagisme. Non, c'était déjà pas top. Est-ce que le problème, au final, ça serait pas plutôt le capitalisme? Mais bon, force est de constater qu'il y a eu un avant et après microprocesseur. Vraiment. Et moi, je reste sur cette take que décider de ne jamais utiliser de microprocesseur, ça aurait été un garde-fou contre certains trucs, comme par exemple l'IA. Voilà. Et l'informatisation du travail. Notre génération et la précédente. C'est un modèle de société qu'on peut imaginer, qui est un peu Giscard punk finalement. Vinyl punk, analogique punk, analog punk, ça serait comme ça. Voilà. Moi, je rêve un peu d'un monde analog punk, mais c'est bon, ça c'est mon petit délire, c'est tout. Littéralement vécu cette révolution qui a entraîné la disparition de rangées entières de casiers contenant des documents d'entreprise pour les voir réduits à un simple disque dur. Parce que c'est bien beau, les tableaux rédigés sur une feuille de papier ou noter l'arrivée et le départ des ouvriers, mais le monde a changé, ma bonne dame. L'économie se tertiarise avec de plus en plus Attends quoi, ça rend pas la vidéo de Laurie Wired, What if humans forgot how to make CPUs? Faut que je regarde cette vidéo là. Pas en live parce que c'est en anglais, mais What if humans forgot to make CPUs? 13 minutes 30. Vas-y, je mets ça de côté. Ça va tellement regarder ça. Hop là. Ah, ça va tellement regarder ça en légende. Ok. Après, je dis ça, mais je fais le malin. Moi, je suis un pur produit d'Internet. Voilà, déjà dans mon travail, et même, je suis là en mode regardez, King Crimson, on pouvait écouter ça à l'époque, il n'y avait pas de transistor. Ouais, mais comment j'ai découvert moi ça? J'ai découvert en traînant sur des forums sur internet avec des gens qui écoutaient du rock progressif. Donc en vrai, même mon goût pour l'analogique, en vérité, il n'y aurait pas eu le numérique, il n'y aurait pas eu internet, j'aurais même jamais eu goût à l'analogique, je sais pas ce que je ferais de ma vie, mais ça se trouve, je serais tout gaze. Donc en vrai, non, vive le numérique, mais à bas l'IA. Gens travaillant dans les services, les bureaux, les commerces, l'administration et les transports. Avec l'informatique, on peut enregistrer, quantifier, analyser, calculer, surveiller dans des proportions jusque-là inimaginables et qui augmentent à une vitesse exceptionnelle. Ainsi, on va pouvoir appliquer au tertiaire les méthodes de contrôle développées dans le secteur primaire, puis secondaire. Nous entrons primaire, c'est tout ce qui est agriculture, secondaire, c'est tout ce qui est industriel. Donc là, tout ce qui est service, le tertiaire, nous, on est vraiment dans l'ère du service. On bosse tous dans le service, pour beaucoup. Et le numérique, le fameux numérique permet de... Voilà, je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire, quoi. Le capitalisme tardif, comme l'appelait l'économiste Ernest Mandel, qui considérait qu'il ne s'agissait pas tant d'une société post-industrielle... C'est late stage capitalism en anglais, c'est ça. C'est le même concept. C'est exactement ça, c'est late stage capitalism. Non? Mais au contraire, une industrialisation de toute activité, y compris... Attends, Basal. Pour toi, s'il n'y avait pas eu Internet, j'écouterais encore La Rue Quétanou et Trio en 2025? Mais j'ai jamais écouté La Rue Quétanou et Trio. Ma grande sœur, elle écoutait Trio, du coup, à un moment donné, j'ai beaucoup entendu Trio, mais j'ai jamais écouté Trio ou La Rue Quétanou. Non, je serais peut-être un peu plus choufin. Je serais un espèce de choufin fan des Beatles, un peu gaze peut-être. Un ingénieur fan des Beatles. Car Internet m'a sauvé, ouais. des services. Rendez-vous compte du gain de productivité considérable, de la rationalisation de l'organisation, de la fluidification de la production. Et la réduction de la pénibilité au travail. Non, pas vraiment. La mise en place de tâches répétitives, la perte d'initiative, l'intensification des cadences et un contrôle renforcé des travailleurs et des travailleuses, comme dans l'industrie, provoquent les mêmes effets physiques et psychologiques. Une Fordite 2.0. Oui, moi c'est ça que j'avais. J'avais une Fordite 2.0 quand j'étais apprenti ingénieur. Je remplissais des fichiers Excel toute la journée, mais c'était même pas je remplissais des fichiers Excel, j'allais récupérer des PDF sur SAP, pour ceux qui connaissent, et d'autres logiciels comme ça, et je les mettais dans un dossier, et après je remplissais ma fiche Excel pour dire c'est bon, j'ai récupéré le document, et parfois je devais envoyer des mails parce qu'il manquait le document. C'était chiant de fou, c'était comme un jeu de piste, mais le plus gaze possible, quoi. Sachant que la plupart des trucs c'était facile à trouver, il y avait juste à aller dans le dossier, chercher, prendre, copier-coller, renommer, modifier un truc, à poser la signature dans le PDF, c'était que des trucs comme ça, c'était nul à chier, vraiment. C'était l'ennui mortel.
Et certes, je travaillais pas à la chaîne au sens j'active une machine, il y avait une forme de travail à la chaîne, quoi. Et c'était horrible. Moi, ça m'a mis en dépression et enfin, surtout, ça m'a politisé de fou, quoi. Je me suis dit, waouh, le capitalisme, non, c'est non. C'est non. Voilà. Le capital a réussi à C'est faire quoi du un progrès. chouffin? Un chouffin, c'est un geek trentenaire, amateur de bonne bière comme la chouffe, et fan de Camelot et de science-fiction, et un peu sans personnalité, mais parfois un peu attachant, parce qu'on est tous un peu chouffins quelque part, peut-être. La technique, une idéologie qui masque les procédures nouvelles par lesquelles il poursuit l'exploitation des masses salariées. On est passé du bon vieux 1984 au cyberpunk. L'informatique ouvre de nouveaux champs des possibles et ses outils se perfectionnent toujours plus, comme avec la surveillance algorithmique. Désormais, tous les collaborateurs de la société Ah, surveillance algorithmique. Il y a des groupes nominaux comme ça, j'aime pas trop. C'est l'ère de la surveillance algorithmique. Non, j'aime pas. Cruster, qu'ils soient dans une entreprise à l'autre bout du monde ou chez eux en slip, peuvent être surveillés à chaque seconde par des programmes, et ce sur l'intégralité de la chaîne de distribution. Des champs de blé à la chaîne de montage, en passant par la distribution, où le scan des colis et les traceurs GPS permettent de contrôler les déplacements de nos salariés, la spécialité d'Amazon. On peut optimiser automatiquement tout le processus. Les cadences, les temps de trajet, les temps de pause, jusqu'au bout de la chaîne, jusque dans nos magasins de grande distribution, avec les caisses enregistreuses. Notre algorithme devenu manager pourra ainsi nous montrer l'efficacité des travailleurs de manière beaucoup plus pointue, Avec des algorithmes comme celui d'Oracle, qui compte plus de 1800 indicateurs de performance individuelle. mais aussi mettre en exergue les habitudes des consommateurs. Ces algorithmes ont permis l'avènement de l'économie des plateformes, dont nous avons déjà parlé ici. Mais tout ça, c'est déjà ringard, Mais oui. car désormais nous avons atteint la forme finale des Là outils. c'est bon, hein. Moi je suis anti-IA, du coup quand je vois de bons vieux surveillance algorithmique à l'ancienne, en mode très 20e siècle, peut-être très début du 21e siècle, hein, très année 2010 finalement. Moi je trouve ça rassurant presque par rapport à l'intelligence artificielle. En vrai je dis ça pour rigoler, mais vraiment, l'intelligence artificielle, tu vois déjà que là il n'y a même pas besoin d'IA, on est déjà dans l'ère de la surveillance algorithmique. C'est un des trucs les plus dystopiques et flippants que tu puisses dire, quoi. Surveillance algorithmique, vraiment, c'est effrayant sa mère. Mais en fait, non. L'IA, on va débloquer encore d'autres trucs. Stop. C'est quand la fin? C'est l'IA à la fin? C'est la dernière étape? En vrai, c'est la dernière étape, l'IA. Tu veux faire quoi après l'IA? Si l'IA atteint la singularité, elle devient indépendante, elle développe une conscience, elle arrive à se reproduire et à s'améliorer elle-même. Si on atteint ça, logiquement, c'est un peu ce que dit la science-fiction des années 2000 et tout. En mode Terminator, Matrix et compagnie. Voilà, après c'est Skynet et qu'est-ce que tu veux? Après, il n'y a plus rien. On est au bout du chemin. Est-ce que l'IA, c'est le dernier pas sur ce chemin de l'enfer techno-capitaliste? Franchement, entre l'IA, même ce qu'on commence à voir avec l'IA, hein, et la dystopie la plus dystopique, franchement, j'ai du mal à imaginer pire que ça, quoi. Enfin, plus que ça. Vous voyez, surveillance totale, quand les algos sont partout. Ouais. À quand les cotisations sociales sur l'IA? Ah, j'ai hâte qu'on débatte de ça à l'Assemblée. Pourquoi l'IA, elle paye pas de CSG? Qu'est-ce que c'est que cette merde? On va devoir privatiser la Sécu après. Les débats en France en 2060. T'es là, tu te campes sur des vieux totems. Les retraites! Alors que t'as Zorglub le dévoreur qui vient de dresser une armée d'intelligence artificielle pour aller envahir le Poitou-Charentes. T'as des vieux syndicalistes moustachus qui parlent encore de la retraite à 62 ans. Ça va être ça, hein. Ça va être ça 2060, hein. Préparez-vous, hein. Préparez-vous. De surveillance et de Non, mais vraiment, contrôle. l'IA, ça commence à faire flipper. Mais moi, c'est les trucs de Sora, là. Je sais pas si vous avez vu Sora 2.0. Les vidéos d'animaux. C'est en mode, c'est filmé comme si c'était mal filmé un peu. C'est filmé qualité un peu pourrie. Typiquement une caméra de surveillance sur une porte d'entrée. Un truc pris avec un portable de loin. Et c'est genre des animaux qui se battent entre eux ou des trucs bizarres avec des animaux. Un peu rigolo. Et moi, je me suis fait avoir. J'étais en mode genre, oh waouh, ce chat se fait attaquer par un faucon. Mais il a failli mourir, le pauvre petit chou. Comme le dernier des boomers, alors que c'était de l'IA. C'est super réaliste. C'est quasiment impossible de voir que c'est pas de l'IA, là. Ça y est, on y arrive. On y arrive. Là, il y a des vidéos de Thibaut InShape en ce moment, partout sur TikTok, faites en IA. Et vraiment, on dirait des vidéos de Thibaut InShape, quoi. Ça commence à être très, très réaliste. Et ça a été tellement vite. Je vais sortir le truc qu'on sort tout le temps, mais il y a 2 ans, quand on regardait les vidéos de Will Smith qui mange des spaghettis, c'était en mode genre, waouh, trop curse la vidéo. Bah là, maintenant, t'as des vidéos vraiment réalistes qui marchent très bien de Will Smith qui mange des spaghettis en 2 ans. Bah c'est bon, on arrive à la singularité dans 6 mois et Matrix dans 10 ans. Genre, est-ce
Est-ce que c'est même déconnant de dire ça? Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Aïe aïe aïe. Bon allez. L'IA, l'intelligence artificielle. Imagine un monde où ton programme peut non seulement contrôler et surveiller chaque pixel de l'ensemble du processus à grande échelle, mais aussi apprendre à tout faire lui-même et continuer de s'améliorer en ingérant ces quantités colossales de données. Et ensuite, il analyse et prend des décisions tout seul comme un grand. Oui, j'imagine bien, oui, c'est une dystopie cyberpunk, quoi. Alors en fait, c'est surtout l'horizon que nous vend la tech. Citizens will be on their best behavior. C'est vraiment ça, hein. C'est ce que je disais. C'est quoi la différence entre ça et n'importe quelle dystopie cyberpunk qui existe depuis 30 ans, quoi? C'est vraiment ça, c'est Matrix, c'est Terminator, là on commence à être là-dedans, quoi. Moi, genre, ah non, moi ça me fait plus penser à Blade Runner. Ouais bah nique ta mère, ça va. C'est effrayant, c'est effrayant. Mais moi la question que je me pose c'est du coup, là ils ont bien expliqué un peu technologiquement les petites avancées, qu'est-ce que ça rajoute en termes de surveillance des travailleurs dans le cadre du capitalisme, etc., etc. Et à chaque fois il y a une étape suivante, quoi. Mais c'est quoi l'étape d'après l'IA? S'il n'y a pas d'étape après l'IA, c'est qu'on arrive au bout d'un chemin. Et du coup, après, on entre dans la prochaine ère de l'humanité post-capitaliste, où là, c'est vraiment la dystopie cyberpunk. Est-ce que je dis ça juste parce que j'ai 31 ans et je commence à me sentir vieux dans ce monde? Ou est-ce que vraiment, c'est un peu pertinent ce que je viens de dire? Je sais pas. En tout cas, ça commence à être flippant. Moi, je commence à me sentir flippé, en tout cas. Aller dans l'espace? Ouais, mais aller dans l'espace pour... Ouais, je sais pas. Pour exploiter des ressources? Parce que si c'est pas pour aller exploiter des ressources, qu'est-ce qu'on irait faire dans l'espace, tu vois? Je veux dire qu'on peut avoir un capitalisme qui est passé à la moulinette de l'IA, mais c'est pas encore spatial, quoi. C'est cyberpunk, mais c'est pas space opéra. Ah ok, d'accord. Après la phase cyberpunk dans laquelle on va arriver d'ici pas très très longtemps. Oui, j'ai 31 ans, Virgile 404. Pourquoi? Tu pensais que j'avais plus ou moins? Je pensais que... Oh, j'avoue. Tu pensais que j'avais quel âge, Virgile 404? Ça m'intrigue, ça. Peut-être qu'après, là, on arrive dans l'ère cyberpunk de l'humanité pour de vrai. Mais après, il y aura l'ère space opéra. Voilà. J'arrive pas à me projeter aussi loin encore. Aïe, 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 aïe. Plus? Vous pensez que j'avais plus? Vous pensez que j'étais un vieux? Vous pensez que j'avais 40? Bah, c'est pas la même personne qui répond. Non, Virgile 404, je veux que ce soit toi qui réponde. Ah, désolé, mais oui, je pensais plus. Mais pourquoi j'ai l'air de vieux comme ça? J'ai les cheveux longs et tout. On me traite d'étudiant en sociaux sur Twitter. Les droitards, ils me disent oh, regardez-le, cet étudiant en sociaux, là, il fait sa troisième L1 de sociaux. Vous trouvez que j'ai l'air d'être cinquantenaire, quoi? Qu'est-ce qui fait que j'ai l'air vieux? Je porte un t-shirt blanc et j'ai les cheveux longs et j'ai une petite barbe. Moi, je pensais que c'était genre 35 mon âge. Ah, parce que je parle de rock progressif. Bon, j'avoue. Non, j'ai 31 ans. Hein. Je suis jeune. Hein. Pas si jeune. Because we're constantly recording and reporting everything that's going on. Donc oui, ouais, la méga ultra surveillance de masse par IA avec l'IA qui décide elle-même de ce qu'on fait des travailleurs, quoi. Waouh. Matrix. Les gens, ils veulent ça? Mais carrément! D'autant plus que c'est présenté comme si tout ça était une révolution majeure. Alors qu'en vrai, c'est souvent qu'une continuité des technologies déjà existantes, mais savamment rebrandées. Mais par exemple, maintenant, on se contente plus de juste traquer nos employés et enregistrer leurs écrans. On peut maintenant analyser jusqu'à leurs échanges avec nos clients, les silences, la tonalité de la voix, les mots employés, et ainsi juger de leur performance. Mieux, maintenant qu'on les a bien entraînés sur nos cobayes, putain, c'est quoi le terme? C'est collaborateurs, il faut que tu le retiennes, ça. Sur nos collaborateurs de la Cruster Company, eh ben maintenant, on peut vendre aux autres entreprises notre solution maison. C'est par exemple ce qu'a mis en place Téléperformance, une multinationale qui fait la fierté. C'est quoi ce nom de merde? Téléperformance? Je retire tout ce que j'ai dit sur la modernité. C'est le truc le moins cyberpunk que j'ai jamais lu de toute ma vie. Téléperformance. On est dans les années 60 ou quoi? Téléperformance. Le nom de la boîte fait peur? Non, le nom de la boîte fait pas assez peur, justement. Nous, on est habitué à avoir des géants de la tech qui s'appellent Palantir. Ou le truc de Amazon Mechanical Turk, qui est une référence ultra cynique, là, dont on parlait tout à l'heure. Là, c'est Téléperformance. Ok, d'accord. France Performance 2000, ouais. France Télécom, c'est pareil, genre. Téléperformance, ça fait pas cyberpunk, ça, pour le coup. De la French Tech. Ah, c'est la French Tech? Mais c'est pour ça, c'est que les Français, ils sont nuls à chier en nom d'entreprise. Hein. On aurait dû appeler ça Internetéo. Ouais, Téléperformance, ouais. Une multinationale qui fait la fierté de la French Tech, en comptant en 2023 8,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Bon, même si...
J'aimerais connaître la valorisation boursière de cette entreprise et savoir combien l'actionnaire majoritaire possède, savoir s'il est assujetti à la taxe Zuckman. Mais je n'aurais peut-être pas la réponse. Si quelqu'un a la réponse dans le chat, vous êtes trop fort. Mais c'est quoi ça? La descente aux enfers de téléperformance plombée par l'intelligence artificielle? Si aujourd'hui, la bulle a bien explosé. Ah, non, j'ai rien dit. TP Interact, qui est déjà déployé dans plusieurs pays où est implanté le groupe, écoute absolument tout. Il analyse la tonalité de la voix, si le client est fâché, si les mots employés par les opérateurs et opératrices téléphoniques sont les bons. Selon une étude de l'OCDE en 2025, 79% des entreprises européennes auraient recours à au moins un outil de management algorithmique. Si ça, c'est pas la preuve que la surveillance, c'est un métier porteur. Oh mais attendez, vous vous souvenez de la pub d'Apple pour la sortie du premier C'est vrai. La surveillance est un métier porteur. Les usines manquent de contremaîtres, finalement. Macintosh? On January 24, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Ah, tout ça pour une pub pour Macintosh. Hein. Pour le coup, c'était pas une révolution, Macintosh. Genre, la révolution, c'est Windows. C'est Bill Gates, c'est le PC. Même si c'est un voleur un peu. Parce que... Comment ça s'appelle? Pas l'iPod. L'iPhone, par exemple. L'iPhone, ça a été une vraie révolution. Le smartphone, c'est une vraie révolution technologique. Il y a pas longtemps, là, c'était hier, je crois, ou avant-hier, je suis tombé sur une vidéo. C'était la fameuse présentation de Steve Jobs de l'iPhone. Et en vrai, la présentation est super bien faite. Il est marrant. Il était en mode genre, oh, la petite présentation, il a bien fait le buzz, il a pas volé son buzz, entre guillemets, quoi. Où il est en mode genre, regardez, il y a ce clavier, mais ça sert un peu à rien parce qu'on aimerait avoir chaque application son propre clavier. Du coup, comment on peut faire? On peut mettre juste un gros écran, on le rend tactile. On utilise quoi? Un stylet? Mais non, on va utiliser notre doigt. Et tu vois ça en 2025, t'es en mode genre, ah ouais, d'accord, ok. Ça a été un moment de bascule un peu quand même. Le smartphone, quand même, sacré délire. Hein. Mais là, le Macintosh, ils ont été en mode genre, regardez, 1984, on prépare le futur pour le Macintosh. Alors qu'ils n'avaient pas de buzz à ce moment-là, et c'est Microsoft qui baisait tout le monde. Quel gâchis. Ils auraient dû sortir l'iPhone en 1984. Là, ils auraient eu des raisons un peu de faire les cyniques dystopiques. Un petit peu quand même du coup. Hein. Alors on ne sait pas si on va vraiment vivre dans une dystopie où les IA nous auront remplacés, mais ça a déjà des conséquences concrètes sur le monde du travail avec d'importants... Microsoft, Mediapart vient de parler d'eux pour avoir licencié 4 employés qui ont dénoncé la complicité de Microsoft dans le génocide à Gaza. Ah ouais. Wow, les grosses boîtes américaines, les grosses boîtes tout court. Hein. Ah, ça craint du cul. Mais c'est des mecs haut placés qui ont balancé des dingues un peu. Enfin, qui ont dénoncé le truc de manière un peu spectaculaire. Ou c'est juste 4 random salariés qui ont parlé par mail, quoi. Ouais, zéro surprise, hein, zéro surprise. Après, moi, en plus, le pire, c'est que Microsoft, moi, il y a des boîtes où, historiquement, un peu, même de quand j'étais gamin, je suis un peu attaché à ces marques. On en a déjà parlé, justement, on avait fait un react à Corporate sur un des tout premiers épisodes. On avait parlé d'un rattachement un peu irrationnel à certaines marques. Moi, j'essaie avec Duracell. Quand j'achète des piles, j'ai envie de prendre des Duracell. J'ai l'impression qu'elles sont mieux. J'achète jamais de piles après, mais peu importe. Et Microsoft, moi, de base, je fais un peu un truc en mode genre, ouais, Bill Gates, quand même, respect un peu. Il a révolutionné le truc. J'aime les ordinateurs, je suis un geek. J'ai jamais été trop comme ça, mais quand j'étais vraiment enfant et tout, c'est un peu l'image que j'avais de Microsoft, Bill Gates. J'ai toujours un ordinateur, je me suis dit, waouh, Windows, il est trop fort Microsoft. J'ai un espèce d'attachement un peu plus quand j'étais vraiment jeune à Microsoft. Et même maintenant, je suis en mode genre, oh, c'est pas le pire, Bill Gates. Oh, c'est un peu à l'ancienne. Je sais pas. Toi, c'est Total, là. Ouais, non, l'attachement un peu irrationnel à Total, c'est quand même. C'est chaud, hein. Ouais, le truc Windows XP, mais ça, il y a un truc, c'est un truc qui existe, mais je me suis jamais trop renseigné là-dessus, c'est sur la nostalgie numérique. Forcément, ça existe, il y a des gens qui ont théorisé un peu le truc. Il doit y avoir des essais vidéo incroyables sur la nostalgie numérique. Mais ouais, Windows XP. Moi, je me rappelle de Windows XP. Même, je me rappelle des vieux portables dans les années 2000 quand j'étais gamin. Je suis en mode genre, oh, ça me rappelle mon enfance. C'est un truc super émotionnel, quoi. Ou même World of Warcraft. J'y jouais à la sortie de WoW classique. Genre la forêt des... Mes vieux souvenirs de quand j'avais 12 ans et que j'étais dans la forêt d'Elwyn, là. C'est de la nostalgie numérique, quoi. Le son du modem, ouais, plein de trucs comme ça. Tu te rappelles de la technologie du passé, est un espèce de truc de nostalgie pure. Mais comme c'est la nostalgie extrêmement classique, mais vraiment par rapport à des trucs numériques, quoi. Et ça peut typiquement être l'interface Windows XP. Ce genre de choses. La forêt des choux-fins, oui, du coup, un peu. Nostalgique des Wiz MSN, mais ouais, ça fait vraiment ça, Et après aussi, t'as tous les trucs d'esthétique qui reviennent un petit peu, des designs qui étaient super datés, qui redeviennent un peu au goût du jour, etc., quoi. Mais... Frutiger Aero. Ouais, mais maintenant, on commence à être nostalgique de Windows Vista, quoi. Alors que c'était pourri Windows Vista, quand le nouveau design Aero qui est arrivé, on était en mode genre un peu foireux Vista. Et maintenant, moi, je suis nostalgique de Windows Vista même carrément. Aïe aïe aïe. C'est dur, hein. La nostalgie c'est vraiment de la merde. Faut faire attention avec cette sensation.
Après, non, c'est la sensation la plus humaine du monde, la nostalgie. Faut pas juste se laisser politiser par ça, surtout pas. Voilà. Bon, bref, ouais, du coup, des milliers de licenciements chez Microsoft avec l'IA en toile de fond. Parce qu'ils font pas que licencier des gens qui dénoncent le génocide à Gaza, ils licencient des gens probablement pour des raisons économiques, parce qu'ils peuvent le remplacer par des IA. Car Microsoft est une entreprise qui est là pour maximiser ses profits, y compris en réduisant les droits des travailleurs et la masse salariale. Quand même du coup, hein. Alors on ne sait pas si on va vraiment vivre dans une dystopie où les IA nous auront remplacés, mais ça a déjà des conséquences concrètes sur le monde du travail avec d'importantes vagues de licenciements. Oui. Aussi, moi je me fais plus de doute, c'est mort. Hein. Non, l'IA va nous remplacer, nous exploiter. Moi c'est non, moi c'est bon. J'ai décidé. Génératifs permettent par exemple d'automatiser des tâches créatives pour lesquelles ce n'était pas encore possible. On va enfin pouvoir se débarrasser de tiens. Et pour ça, il suffit qu'on entraîne une IA avec ses dessins. J'appelle Denis Robert. Car, encore une fois, ce progrès repose sur le vol du travail des humains qu'il va remplacer. Il t'embrasse. On prend des savoir-faire qui ont demandé des années d'apprentissage dans des milieux aussi variés que le doublage, l'illustration, le graphisme. Denis Robert, il réduit la masse salariale de Blast avec des IA. Et ça se dit de gauche, hein. Vous voyez bien les logiques boutiquières. Hein. Et même le journalisme, et on les passe sous notre contrôle. Ah mais du coup, on peut aussi remplacer Denis Robert. En les simplifiant, les réduisant voilà, à des je préfère. où l'activité humaine se réduit à entrer un prompt dans une machine. Denis Robert, c'est le patron de Blast. Enfin, le patron, c'est pas l'unique patron, mais bon, c'est le chef. Jusqu'à ce que nous soyons le tous fondateur. Transformés en ceci. Vous pensiez que l'automatisation... C'était quoi la marque de la pile, là, s'il vous plaît? C'était une... Merde, c'est quoi le nom de cette marque? Je connais même pas le nom des autres marques. Elle commence par A, là, ça ressemble à Alcatel. Il y a une autre marque comme ça, là. Ah, c'est une Duracell, hein, où je rêve. Transformé. Il n'y a pas que moi qui suis un peu attaché de manière irrationnelle à Duracell, hein, qu'on faut montrer une belle pile dans Matrix en 1999. Non, je pense à Energizer. Non, je pense à Energizer, je crois. Bon, on montre une Duracell. L'iconique design noir et bronze. C'est la meilleure pile, vous pouvez pas dire le contraire. Si c'était pas la meilleure pile, Duracell, pourquoi ça serait elle dans Matrix? Dites-moi. Mais vous pouvez pas répondre à ma question, parce que j'ai raison. Voilà. Donc mon attachement à Duracell est peut-être irrationnel, mais il est pas complètement con. Parce que, certes, c'est complètement con d'avoir un attachement à une marque de pile, mais c'est la meilleure pile, cependant. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire face à cet argument, face à cette analyse exceptionnelle? En ceci. Parce que la marque a acheté un placement de produit? Ils ont payé pour être dans Matrix? Vous pensez? Non, je pense qu'ils ont dû choisir une pile, ils ont pris la Duracell. Oui, vous êtes sûr? Non, parce qu'il n'y a pas le logo Duracell. Hein. Il n'y a pas le logo Duracell. Donc moi, je pense qu'ils ont voulu choisir la pile la plus iconique qu'ils pouvaient avoir. En mode genre, on a besoin d'une pile et on va prendre une belle pile. Là. Faut que c'est de l'impact. Ils ont pris la Duracell. Bon. L'automatisation allait s'occuper des travaux pénibles afin de libérer du temps. Sondage, je suis désolé, sondage. Là, il est temps de répondre aux vraies questions que les Français se posent. La France va répondre. Duracell a-t-il payé pour être dans Matrix? C'est un référendum. Oui, non, vous avez 1 minute pour voter et pas 1 seconde de plus. On doit savoir. Les Français doivent savoir. T'as besoin d'un service? Par pitié? Vas-y, dis-moi pendant le sondage. J'arrive dans 1 seconde. Pendant ce temps-là, je mets le sondage. Moi, je vote pas sur sondage, là, j'avoue, je sais pas. Et je veux pas vous influencer. Vous avez 1 seconde, j'arrive. Alors le sondage. Ah, c'est serré, hein. C'est serré sa mère, hein. Moi, je vote pas. Mais du coup, vous dites plutôt oui, hein. D'une courte avance, 53-47%, on se croirait à un second tour des présidentielles en genre de 2007, quoi. À l'époque où c'était encore serré. C'est pas full. Ok, 54%. Donc les Français sont très, très partagés. Voilà, un vrai sujet clivant. Duracell a-t-il payé pour être dans Matrix? Ça sera peut-être un des grands thèmes de la présidentielle 2027 avec les retraites, hein, je pense. Voilà. Les activités plus émancipatrices, c'est peut-être l'inverse qui se produit.
car ce sont précisément les tâches les plus abrutissantes et les moins qualifiées pour lesquelles il sera toujours plus facile de trouver une main-d'œuvre pas chère et facilement remplaçable. Notamment dans le sud global, comme à Madagascar, qui au fil des années est devenu le paradis de l'IA à la française. Alors, pas un paradis du fait de ses plages de sable fin, de l'eau cristalline de ses lagons, ou de ces espèces de plantes et d'animaux uniques au monde, comme les adorables lémuriens. Oh. Et bien du fait qu'on peut y payer des milliers de gens 80 € par mois pour passer des journées entières à annoter des images et des vidéos afin d'entraîner nos intelligences artificielles. Bah oui, hein, faut bien que quelqu'un, à un moment donné, lui dise que ça, c'est bien un chien, ça, c'est un chat, et ça, c'est un salut fasciste. Le post-colonialisme a encore... Je préfère le terme de salut romain. Non, c'est un salut fasciste. Ou un salut nazi, ça revient au même. Mais on en parlait tout à l'heure, c'est le fameux digital labor. C'est le fameux gars dans la machine du turc mécanique qui bouge les manettes comme ça. Et tu crois que c'est automatique. Voilà. De beaux jours devant lui. On parle ici de plus de 500 images par jour, ce qui fait un sacré rendement pour nos travailleurs humains qui se... Quoi ? Oh, attends, là, on a la réponse. Oui, il y a eu un placement de produit notable de la marque Duracell dans le film Matrix en 99. Dans une scène célèbre, le personnage Morpheus compare l'être humain à une pile. Il s'agit ici spécifiquement d'une pile Duracell. Ce placement de produit est intégré dans le scénario et devient mémorable pour cette interaction entre le produit et le personnage. Vous savez pourquoi Duracell c'est les meilleures piles ? Parce que ils ont voulu être dans Matrix et Matrix c'est un super film. Et nous on est là. On est en 2025, le film il a 26 ans, on est en mode Matrix légendaire. Ça aurait pu flopper, hein. Matrix aurait pu totalement flopper. Ils ont payé alors que le film était même pas sorti, ils ont réussi à placer leur bille dans un des plus grands classiques de ces 30 dernières années au cinéma. Ils sont plus malins que les autres marques de piles. Et c'est pour ça que c'est les meilleurs. C'est comme Coca-Cola. voit chronométrée par une machine. L'UT800, il va pas venir nous tuer, hein. Ah, j'ai bac plus 8 en mauvaise foi, moi je suis fort. Donc du coup, oui, on disait l'IA, le digital labor à Madagascar. On change de sujet, on arrête de parler de Duracell. Qui se voit chronométrée par une machine. L'UT800, il va pas venir nous tuer, hein. Non, c'est bien pire que ça. Il va être là pour nous faire bosser. Les machines intelligentes ne vont peut-être pas nous remplacer finalement, mais remplacer nos managers, nos collègues, nos conjoints, notre SAV, nos conseillers Pôle emploi, nos psys, nos profs et l'aide-soignante de nos grands-parents. Et Denis Robert. Et tout le monde ne sera pas... J'allais dire, il a pas dit les streamers, mais il a dit Denis Robert, donc au final, bon. Les streamers, il y avait un streamer IA. Il y avait un mec qui avait fait ça, je sais plus comment il s'appelait, c'était pas Defend Intelligence, je sais plus. Un Français qui avait fait une IA Macron. Les gens parlaient dans le chat, ils posaient des questions, Macron il était en mode genre ah super question, bah moi pan. Je vais essayer de regarder le docu trop bien sur le travail, dispo sur Arte. Allez à plus. Oui voilà c'est ça, c'est Defend Intelligence. Il avait fait un Mélenchon aussi. Il disait en mode genre ah oui Germaine Fourchette, très bon message. Ils ont décidé de baiser le cerveau des gens en 94. Bon j'imite moins bien Mélenchon. Ouais. Bon, du coup, on n'y est pas trop. Hein. C'est on me faire remplacer par l'IA. Personnellement, moi qui suis streamer professionnel, n'hésitez pas à me soutenir sous forme de sub si vous le souhaitez. Ça va. On en est encore assez loin. Ah oui, il y avait Jésus en IA aussi. Exact. Pas logé à la même enseigne. L'IA, à l'image de ses créateurs, est loin d'être neutre et se fait le miroir des inégalités de notre société en les répliquant et en les renforçant, entraînant une uniformisation des profils. De la même manière, les systèmes d'analyse vocale peinent plus à identifier les voix de personnes ayant un accent ou un phrasé différent de ceux sur lesquels elles ont été entraînées, ce qui défavorise certaines catégories de travailleurs. Le débat Trump-Biden en IA sur Twitch avec les questions du chat, je me souviens pas de ça. Ah, trop bien. Il y a quand même des trucs marrants avec l'IA. Moi, je retire tout ce que j'ai dit, j'arrête d'être néoludite. Dans l'IA, quand même, on rigole bien parfois. Hein. Non, en vrai. Mais le truc, c'est que l'IA, on rigolait bien quand c'était mal branlé. Si ça commence à être abouti de fou, ça perdra le côté marrant, ça va juste devenir dystopique et flippant. L'IA qui marche mal, c'est trop bien. Et même, je trouve que l'IA, l'imperfection de l'IA, c'est ce qui peut amener un truc intéressant artistiquement. Si l'IA, ça devient juste parfait, bah, ça perd tout l'intérêt que moi, je trouve à l'IA. C'est-à-dire, on peut rire grâce à l'IA, il y a des trucs, c'est assez marrant parce que ça marche mal. Et il y a des trucs où artistiquement je trouve ça intéressant, mais c'est lié à l'imperfection de l'IA, quoi. Où ça essaye de faire un truc humain, mais en fait c'est pas humain, et du coup il y a un côté un peu bizarre qui peut être intéressant. Mais si l'IA devient trop parfaite, on perd tout l'intérêt finalement, non ? Enfin moi, ce que j'aime bien avec l'IA, on le perd en tout cas. Alors après oui, pour faire la surveillance de masse et optimiser les process, ça peut être pas mal effectivement, quoi. Super. On aura bien rigolé le temps qu'on en avait avec cette vidéo de Will Smith qui mange des spaghettis. Mais ça c'est fini maintenant. Allez bosser. De la même manière, les systèmes d'analyse vocale peinent plus à identifier les voix de personnes ayant un accent ou un phrasé différent de ceux sur lesquels elles ont été entraînées, ce qui défavorise certaines catégories de travailleurs. Son nom a une consonance arabe
Et du coup, il l'a bien dit, son nom, son prénom, mais par contre, l'outil ne l'a pas entendu. Et c'est pour ça qu'il a noté rouge. Utilise ta voix de blanc. Ma voix de blanc? Bref, l'IA peut aussi automatiser la discrimination sans même avoir besoin de la conscience d'être raciste, sexiste ou tout autre biais. Elle constitue surtout un moyen de contrôle renforcé pour un travail dégradé, un taylorisme augmenté, comme le conceptualise le sociologue Juan Sebastián Carbonell, pour qui le progrès n'est pas un pur produit de la science et de l'innovation technologique, mais profondément politique. Elle ne fait que fournir un nouvel outil aux possédants pour servir les mêmes objectifs de contrôle, de surveillance et d'exploitation. Finalement, Big Brother ne se sera jamais aussi bien réalisé que derrière les portes des entreprises. Ainsi, le caractère inéluctable de l'avènement de l'IA ne vient pas tant de la marche inexorable du progrès que du narratif et de la volonté de ceux qui nous l'imposent. Bon, d'accord, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Faut tout péter. Faut cramer les serveurs, faut interdire ces saloperies comme on a interdit l'amiante. Non, mais on peut pas... Oui. On n'attend pas sagement comme dans Terminator, oui. On bousille tout comme dans Dune. Yes. Et tu sais, Luigi... Wow, attends, calme-toi. En fait, c'est... En vrai, il a juste dit calme-toi. Mais justement, pour savoir que faire de l'IA, on peut pas en rester uniquement à ces considérations pour moi. On peut pas juste parler de comment utiliser l'IA par la classe capitaliste pour assouvir pour sa domination. Pour moi, il faut aller plus loin. Voilà. Lude, exactement. Faut aller du côté de la pensée un peu ludite et néoludite. Alors, le ludisme, j'ai même pas trop expliqué ce que c'était. Bah, là-bas, c'est des ouvriers qui étaient en mode genre, on est aliénés par toutes ces machines et par le capitalisme et on va casser ces machines. Et genre, ils ont tout cassé. Ils cassaient tout. C'est lui. Ah, mais c'est lui. C'est lui sur la photo, il va en parler. Let's go, mon général Lude. Et bref, ça c'était les ludites. Du coup, c'était des travailleurs allemands, si je dis pas de bêtises, oui, c'est asseoir le mot que je cherchais, qui cassaient les machines. Et en fait, après, il y a Marx qui est arrivé par là, qui a fait psst, au lieu de casser les moyens de production, et si on se réappropriait les moyens de production et qu'on socialisait l'économie, ça serait encore mieux. Comme ça, on pourrait les utiliser pour nous. Mais pour nous, le peuple, pour tout le monde, quoi. Vous voyez. Non, c'est un anglais. Ok, je crois que c'était des Allemands, les ludites. Mais peu importe. Et donc, du coup, voilà, la pensée ludite, c'est un peu passé à la trappe. Parce que le marxisme est arrivé et voilà quoi, ça a structuré le mouvement ouvrier pendant hyper longtemps et ça le structure encore. Et les néoludites, c'est ceux qui sont justement réappropriés un petit peu la pensée de Lude. Mais lui, au lieu de casser des machines, bah, par exemple, ils ont fait le truc de Una Bomber. Una Bomber, c'est un mec qui balançait des colis piégés à des trucs, c'est un espèce c'est un docteur en mathématiques qui était à Harvard à la base ou un truc comme ça, ou en tout cas une méga université comme ça. Il a été habité tout seul dans un petit cabanon et il a fait pendant 15 ans, un truc comme ça, hein, il a fait des attentats aux colis piégés. Voilà. Et après, à côté de ça, il y a tout un mouvement qui, au final, n'est pas lié à Una Bomber, comment il s'appelle, Kravitz. Je me souviens plus de son nom. Et voilà, technophobe, un mouvement néoludique, technophobe, on peut dire ça aussi, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça se rejoint. Et voilà quoi. Mais après, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens un peu gays aussi dans ces milieux-là. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens un petit peu gays, mais philosophiquement, il y a des choses à aller chercher, quoi. Et oui, il y a Jacques Ellul, justement, qui est un des seuls philosophes qui a vraiment parlé de ça, en mode avec un philosophe de haut niveau, un petit peu, quoi, qui a théorisé un petit peu tous ces trucs-là. Donc, sur l'aspect vraiment philo pur, c'est Jacques Ellul qu'il faut aller lire, sinon s'intéresser un peu aux antiludites, etc. Mais Jacques Ellul, il est hyper intéressant, hein. J'en ai parlé avec un gars, je sais pas si tu traînes par ici, je me souviens plus de son nom, sur Twitter. Et j'avais lu un peu la page Wikipédia de Jacques Ellul, et c'est genre. C'est assez marrant. Genre, ces deux références, c'est Marx et Jésus. C'est un peu ça, quoi. C'est un marxien non marxiste et il est aussi c'est un chrétien croyant et qui a toute une espèce de théologie politique un peu bizarre, quoi. Vraiment, c'est deux refs, Marx, Jésus. Un profil assez intéressant, quoi. Un protestant, ok. Merci Patfol27 pour ton 14e mois. Merci beaucoup. Luna Mumber, c'est Ted Kaczynski. Voilà, c'est ça, Ted Kaczynski, qui était mathématicien d'ailleurs. C'est ça. Ouais, un chrétien anarchiste, Jacques Ellul. Enfin voilà, du coup il y a tout un lore et lui c'est Lude, donc peut-être qu'ils vont un peu parler de ça. Je vous dis, moi c'est un truc, j'ai commencé à m'y intéresser il y a vraiment pas longtemps et je me suis pas beaucoup intéressé. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Voilà. L'angle, on l'a déjà vu. Il renvoie aux ludites, ces ouvriers anglais du 19e siècle qui brisaient les machines. Merde. C'est même devenu un terme péjoratif pour désigner les gens réfractaires à l'innovation technique. Cependant, certains commencent à retourner le stigmate en parlant de néoludisme. Car si on creuse véritablement l'essence de ces mouvements, on se rend compte qu'ils n'avaient pas tant de problèmes avec le progrès qu'avec au contraire les régressions. Déjà à l'époque, perte de leur travail, perte d'autonomie et dégradation de la qualité. Finalement, contrairement à ce que veulent faire croire les illuminés de l'IA et des nouvelles technologies, nous ne faisons pas face à des enjeux entièrement nouveaux qui nous dépassent, face auxquels l'humanité serait impuissante, alors que c'est elle qui les crée, hein.
Dans un article pour Le Monde diplomatique, les chercheuses et chercheurs Maud Barré-Bertoloni, Pauline Gourlet et Félix Tréguet montrent qu'au moment de l'informatisation dans les années 60... Vous avez vu le Wikipédia version Musk qui est sorti là? Oui, je pense qu'on en reparlera. Mais gros Wikipédia. Hein. Oh. Gros compédia, ouais. Allez hop là, Elon Musk, gros con. Moi je le dis, j'ai pas peur moi. Hop là, le roi du calembour a encore frappé. Bon, ça n'a pas beaucoup parlé des néoludites, mais en tout cas voilà. Effectivement, il y a une critique de ça et moi j'aimerais un peu plus creuser. 70, les syndicats avaient déjà réagi avec différentes propositions pour que l'apparition de nouveaux outils ne se fasse pas qu'au profit des exploiteurs et au détriment de toute la société. En réaffirmant par exemple le contrôle des travailleurs sur ces innovations sur lesquelles ils doivent avoir leur mot à dire, des compensations le cas échéant et des régulations au niveau politique. Car le plus grand piège des discours sur les nouvelles technologies serait de les croire inévitables. Qui vont s'imposer comme ça, d'elles-mêmes, alors qu'on nous les impose. Sans débat public, sans contrôle démocratique, sans le moindre... Faut taxer les robots. Ouais, si on avait taxé plus Skynet, peut-être il n'y aurait pas eu Terminator. Oh, allons bon. Et ayons un horizon un peu plus radical que ça. Il faut anéantir l'IA pour sauver l'humanité. Moi, ce sera ça ma conclusion. Frein à la marche immuable du progrès. Que ça sera soit une dystopie cyberpunk nulle à chier, soit la bougie. Il n'y a pas d'alternative. Or, comme le rappelle François Jarige, les changements techniques ne sont pas une unique ligne droite, mais ont toujours été des choix de société. Des choix que certains seraient bien heureux de faire à notre place. Merci à vous de nous avoir... Ouais. Ok. Donc moi, mon choix, ça serait, on a le droit d'utiliser que les technologies analogiques, pour le taf en tout cas. On va pas plus loin, ça met un garde-fou. Et en numérique, on garde que le jeu vidéo et un peu Internet vite fait, mais on contrôle énormément les algos et les algorithmes pour aller trier les likes, les trucs, les machins. On reste au web 1.5, on reste au début du web 2.0. On va pas plus loin que l'ère des forums. Voilà, on s'arrête là technologiquement sur Internet. Avant les réseaux sociaux, pas de Facebook, on reste au niveau des forums. Voilà, le jeu vidéo, on peut y aller. Pas d'IA. L'IA est interdite de manière générale, sauf genre peut-être pour la médecine, pour soigner des gens. Vous voyez, l'IA est ultra sacralisée. Uniquement pour des trucs en mode qui sauvent des vies, c'est tout. Sur Internet, tu vas pas plus loin que l'époque des forums. Discord et Reddit et basta. Non, même pas Discord et Reddit. L'époque des forums, tu remontes encore un peu plus loin. Tu vas pas plus loin que ça. L'époque de MSN. IRC, voilà, on a le droit à IRC, c'est tout, pas plus. En messagerie instantanée et des forums en PHPBB, voilà, pas plus. On a juste cette technologie-là. Il y a même pas Twitch, du coup. Tant pis, on fera de la radio pirate sur bande TSF. Le jeu vidéo, tu peux y aller, mais pas d'IA, parce que de toute façon, l'IA est quasiment interdit et sacralisée. Et après, du coup, tu essayes au maximum d'utiliser que de la technologie analogique. Voilà, l'industrie du disque, il n'y a pas Spotify, tant pis, bah, tu reviens au disque vinyle. Après, en vrai, c'est con, c'est un peu polluant de dire ça en réalité. Mais voilà, tu pourrais imaginer, tu te dis, bon, bah, tel secteur industriel, tu ne dépasses pas tel niveau technologique. Sans ça, après, ça se barre en couille, c'est nul. Une société un peu analog punk, mais quand même avec des jeux vidéo et un peu d'internet. Voilà. Enfin, après, ce que je dis, c'est en mode. Pas aller plus loin que 2000, quoi. En vrai. Pas aller plus loin que 1999. Voilà, tu t'arrêtes. Tu passes jamais aux années 2000. Tu vas pas plus loin. T'as déjà un peu internet, t'as les jeux vidéo et tout, t'as la Super NES, c'est super. Mais c'est tout. Tu t'arrêtes en 99 technologiquement. Tu vas pas plus loin. En mode garde-fou. Au-dessus, c'est la merde. On va pas au-dessus de 99. Et en plus, 1999, c'est l'année de Matrix. Genre en mode l'année où les artistes ont commencé à nous prévenir sur la dystopie cyberpunk inévitable. Bah, tu prends cette année-là et tu dis, ok, bah, tu t'arrêtes ici technologiquement. Voilà, moi, ça serait ma solution. Ça serait ma solution. Je sors du lore pour dire on bousille tout comme dans Dune, comme il a dit Bolchegeek. Bah ouais, du coup en tout cas là ça ferait pas mal de trucs à bousiller. Si on appliquait ma solution, il y a déjà pas mal de trucs à bousiller. Il y a beaucoup de serveurs qu'il faut aller cramer et les robots là va falloir leur casser un peu la gueule quoi. L'IA c'est fini déjà. Voilà. Accompagné pour notre rentrée sur Blast. On peut aller chez Palantir aux États-Unis et tout casser quoi. Voilà. Merci tout particulièrement Clément Pourré pour sa participation. Je précise que je n'appelle pas à aller casser Palantir aux États-Unis. C'est une blague, c'est un exercice de pensée. Qui s'inscrit dans un cadre néoludite réglementé, je tiens à le préciser. À l'écriture de cet épisode et dont le livre sur le sujet sortira bientôt dans toutes les bonnes librairies. Et comme pour le moment, nous n'avons pas encore été remplacés par des IA, si vous souhaitez que ce programme continue, n'hésitez pas à soutenir Blast grâce au lien dans la description. Il va pas nous remplacer. Ce progrès repose sur le vol du travail des humains qu'il va remplacer. Ok. On prend des savoir-faire que Bon, allez, on va pas regarder le bêtisier cette fois-ci. Parfois on est d'humeur bêtisier, parfois on l'est pas. Je suis pas spécialement d'humeur bêtisier. Bon, elle était cool cette vidéo en tout cas. Toujours carré, corporate. Vraiment cool. Puis c'est un sujet qui est intéressant. Puis replacer l'IA dans le cadre des avancées technologiques au service du capitalisme, c'est ça qu'on pourrait dire. Bah, c'est un très bon angle. Et puis ils ont parlé des ludites et des néoludites. Du coup je suis content. Ouais, j'arrive dans 2 secondes.
Non mais je vais couper. On m'appelle, le devoir m'appelle. Conclusion faiblarde? De la vidéo? Ouais. Après, je trouve souvent les formats un peu quand c'est produit par des grosses structures, c'est comme les vidéos pour l'UMA de Bolchegeek. Bah, souvent, c'est moins fouillé et ça va moins dans des grandes conclusions, etc. que les vidéos qui sortent sur leur propre chaîne, sur la chaîne Bolchegeek. Parce que c'est un format 20-25 minutes et parfois, voilà, ça s'arrête à un niveau qui parfois reste relativement de surface, quoi. Vous voyez? C'est le format qui veut ça un peu. Mais c'est bien, du coup, je trouve, à faire en React aussi, parce qu'on peut parler d'un peu tout un tas de sujets connexes. Et à chaque fois, c'est des streams un peu rigolards, souvent, quand on regarde Corporate. Parfois, je reste très sérieux, pas très sérieux, mais parfois, je reste assez sérieux et tout. Genre, quand on regarde les vidéos d'argent magique, je parle de fiscalité pendant 2 heures et c'est un peu carré, quoi. Là, c'était un peu, ça partait à droite, à gauche, c'était un peu plus rigolard. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Parce que du coup, ça parle de plein de sujets de société qui rejoignent tout un tas de choses dont on peut parler, des souvenirs à raconter, tout ça. Merci Smars pour le Prime. Merci beaucoup. Et pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à boycotter l'IA. Djihad butlerien contre l'intelligence artificielle. Let's go.